Bonjour et bienvenue au podcast Next Level, le podcast qui nous parle de la psychologie de la performance, autant chez les artistes que chez les athlètes. Mon nom est Claude Beaulieu, psychologue, coach, conférencier, créateur de contenu et animateur de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on reçoit une superstar locale, donc un joueur de hockey qui a vraiment réussi à atteindre les plus hauts niveaux. Donc, ce que plusieurs rêvent, il a réussi, lui, disons, à atteindre les niveaux de la Ligue nationale. On sait qu'il y a environ 0,2% des jeunes athlètes qui réussissent à se rendre là. Donc, c'est vraiment un exploit euh, incomparable, tout à fait extraordinaire. Puis, il nous parle un peu de son parcours. Écoutez, repêché par le Canadien de Montréal, ça peut être le rêve de plusieurs athlètes de notre région. Mais lui, il l'a vécu, fait qu'il nous partage un petit peu comment ça a été le draft, comment il a vécu ça, comment ça a été les moments qui ont suivi, sa première partie dans la Ligue nationale, son premier but. Les hauts et les bas de descendre dans la Ligue américaine, remonter. Il a joué aussi pour d'autres équipes de la Ligue nationale, dont le Lightning de Tampa Bay, le Wild du Minnesota. Il a joué aussi pour les Sénateurs d'Ottawa. Donc, il nous parle un petit peu là, des différents coachs qui l'ont encadré ou enseigné. Il nous parle un petit peu aussi là, de un peu comment il a vécu tout ça. Il nous parle des moments les plus difficiles. Il nous parle aussi de les plus beaux moments de sa carrière. Et il nous conte aussi des anecdotes là, telles que comment il a réussi, contre toute attente, là, à être présent pour l'accouchement d'un de ses enfants. Donc, accrochez-vous, c'est super intéressant. Personne humaine, terre à terre, un vrai guerrier. Gabriel Dumont est notre invité au podcast aujourd'hui. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 1 du podcast. Donc, on est vraiment, vraiment content, vraiment excité de les avoir avec nous. Donc, vous allez voir tout au long de la saison, on va parler de ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils font pour notre jeunesse. Ils sont présents un peu partout. Je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus à mi-session. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Gabriel Dumont, donc vraiment une source d'inspiration locale. Il a réussi à atteindre les plus hauts niveaux là, du hockey. On parle de la Ligue nationale, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Un ancien Albatros. Donc, avec les Voltigeurs de Drummondville, il a gagné la Coupe du Président en 2009, repêché par le Canadien de Montréal quand même. Donc, il a joué aussi pour le Lightning de Tampa Bay, le Wild du Minnesota, les Sénateurs d'Ottawa. Puis, il a joué quand même beaucoup de parties là, dans la Ligue américaine. Donc, un gars de chez nous, un collaborateur Next Level, donc on est vraiment content de ça. Puis, on peut dire que c'est un vrai guerrier. Je pense qu'on va apprendre à le connaître aujourd'hui. Donc, 16 saisons de hockey au niveau professionnel. Gabriel, bienvenue au podcast Next Level. Merci. Gabriel, c'est quand même incroyable d'avoir réussi à jouer à ce niveau-là. C'est plutôt rare qu'on voit des gens là, de notre région, disons, qui réussissent à se tailler une place. C'est un rêve pour plusieurs jeunes. J'aimerais vraiment qu'on commence, là, que tu nous replonges un petit peu dans la tête du jeune adulte ou de l'adolescent qui est au repêchage, puis un peu comment ça se passe, comment toi tu vis ça, puis que finalement ton nom sort, puis tu es repêché avec le Canadien de Montréal. Peux-tu nous raconter un petit peu comment toi tu as vécu ça, puis aussi comment ça se passe, parce qu'on le voit des fois à la télévision, mais on ne sait pas tout comment ça se passe en arrière-scène. Ouais, c'est sûr que, tu sais, rendu là, c'était rendu spécial, là. Comme tu l'as dit tantôt, on a gagné la Coupe du Président à Drummond. C'était la Coupe Memorial, puis, tu sais, je savais que c'était mon année de repêchage, mais un petit peu, tout au long de l'année, tu sais, un peu, pas sous-estimé, mais pas vraiment sur les listes de repêchage, tu sais. Puis plus que l'année avançait, tu sais, plus que ça... Tu sais, il y a des listes, mon nom apparaissait en fin de septième ronde ou des choses comme ça.
Puis j'avais eu une très bonne saison. On avait une grosse équipe. J'avais pas beaucoup de temps en avantage numérique. Si je me souviens bien, là, j'avais quand même compté 30 buts cette année-là. Je n'avais 28 à 5 contre 5. Là, c'était, pour un gars d'une année de repêchage, j'étais dans les plus de points, mais je tapais pas vraiment à l'œil des recruteurs et tout ça. Puis plus que ça avançait, plus que ça allait. Avec vraiment là, en gagnant la coupe, puis j'ai eu une très bonne coupe Memorial aussi. Là, les dernières listes, il y avait des listes qui me plaçaient en troisième ronde, il y avait des listes qui me plaçaient pas, il y avait des listes qui me plaçaient en septième ronde. Fait que c'était un peu difficile de savoir un peu. À ce moment-là, le repêchage, il était à Montréal. Fait qu'on a dit, on va y aller pareil, hein, vu que c'était à Montréal, c'est sûr, si ça avait été à Los Angeles ou de quoi de même, peut-être qu'on serait pas allé, mais on a dit, on va y aller pareil. Puis mon agent, il était quand même confiant que j'allais être repêché. Moi, des estrades, je te dirais que quand le Canadien repêchait, j'écoutais pas vraiment. J'avais eu une entrevue avec eux. Je sais pas si c'était une stratégie du OK. recruteur ou quelque chose, mais quand il avait été venu à Drummond, puis il avait parlé avec 3-4 de nos espoirs. Puis moi, mettons, quand j'étais arrivé, il m'avait dit, écoute, j'ai rien pour toi, là. C'est ton coach qui me force à te passer en entrevue. Puis il avait été vraiment, vraiment dur avec un petit gars de 17 ans, là, le recruteur. Là, je me souviens, là, après ça, à appeler mes parents. Puis c'était tough pour un petit gars de Desjolies, là, de voir que le Canadien, il était même pas intéressé, malgré la saison que j'avais eue, puis tout ça. Fait que j'écoutais, c'est sûr qu'on écoutait, mais j'écoutais, comme on dirait, d'une oreille, là. Puis quand ils ont dit des voltigeurs de Drummondville, j'étais sûr que c'était mon coéquipier, parce que je savais qu'il y avait un de mes coéquipiers avec qui OK, j'avais joué. fait que même là, Non, j'étais sûr que c'était mon coéquipier avec qui j'avais joué toute l'année. Puis là, ils ont nommé mon nom. Fait que là, c'est un peu un flou, un peu, là, tu te lèves, un peu comme tu vois à télé, là. Puis là, mes parents étaient là, mes deux frères. Parce que là, il y a eu une période d'attente, là, Ouais, quand même. C'est long, là, tu sais, là. C'est sûr que la première ronde, la première journée, je savais que je sortais pas en première ronde. Fait que j'étais allé au repêchage, mais pas à regarder. Puis mon agent, il m'avait dit, je te dis, 3 à 5, reste prêt, 3 à 5. Puis, tu sais, croyais pas. Puis justement, en cinquième ronde, comme je te disais, là, j'étais sûr que c'était mon coéquipier. Puis c'est une expérience là, spéciale de descendre des estrades. Tu descends, tu t'en vas au niveau de la glace. Puis là, Comme I've made it, là. ouais, c'est ça. Là, tu rencontres tout le monde. Puis là, c'est le coach du Canadien qui est là, que tu regardes à la télé. Moi, c'était Bob Gainey qui m'a repêché. OK. Fait que c'est quelque chose de spécial. Puis en faisant que le repêchage était à Montréal, ben là, c'est sûr que les médias, c'était comme fou. Une fois que tu as fait le tour de la table. Parce que là, c'est un Québécois. C'est ça. Une fois que tu fais le tour de la table, ben là, tu t'en vas comme en arrière-scène de l'aréna, dans les coulisses. Puis là, il y avait un petit podium là, avec mon nom pour faire les entrevues puis tout ça. Puis je me souviens, je me sentais mal. Le gars après moi, c'était un gars qui était repêché pour les Rangers de New York. Puis il n'y avait même pas de place pour embarquer sur ce podium parce qu'il y avait trop de médias. Fait que c'est des premières expériences assez incroyables là, pour un jeune de 18 ans. J'ai fait des entrevues à radio à Desjolies, là, mais à part ça, j'avais rien fait de ça avant. Fait que c'est des grosses expériences. Puis après ça, on était invité à aller dans les suites du Centre Bell avec vraiment là, toutes les. Dans le temps, c'était M. Gillette, le propriétaire. Fait que là, les propriétaires étaient là, Bob Gainey était là, il était venu nous parler, moi et ma famille, avec un repas puis tout ça. Fait que c'était des grosses expériences. T'es-tu capable de vraiment apprécier puis réaliser ou c'est tout trop vite puis tout trop intense que c'est comme ça reste flou, on dirait, là? Non, c'est vraiment tout trop vite, tout trop intense. Ça prend un certain temps même. Je te dirais que moi, je m'en suis pas tant rendu compte jusqu'à temps que j'arrive dans les dernières années de ma carrière où je me dis que là, tu veux pas. Je pense que tout le monde qui arrive là, tu le sens que il en reste moins à donner qu'il y en a de donner. Puis tu reflètes un peu sur ta carrière, des choses comme ça. Puis tu dis quand même, c'était quand même. Fait que tu réalises vraiment pleinement, vraiment plus tard. Plus tard, ouais, vraiment. Parce que t'es dans le feu de l'action, puis t'es juste comme à focus, puis... Je pense que j'ai toujours été comme un petit gars d'ici. Moi, ça avait rien changé. Là, je me souviens, mon repêchage, le lendemain, j'étais à la ronde avec ma blonde, le lendemain du repêchage. Puis j'étais revenu ici. Là, c'était mes mêmes chums, ma même gang, mes parents, la même famille. Fait que, ça prend du temps quand même tout réaliser ça. Puis, mais c'est sûr que c'était des expériences incroyables. C'était quelque chose de spécial. Écoute, il y a quoi qui m'intéresse beaucoup, là, si on revient un petit peu, de voir comme l'aspect psychologique, de dire, comme tu as dit, là, je voyais mon nom un petit peu, je voyais pas trop mon nom, c'est lisse. Puis là,
les recruteurs parlaient pas trop de moi. Comment ça joue dans ta tête, ça, comme un jeune là, qui aspire peut-être d'aller là, puis que finalement, tu sais, on ressort pas trop, là, tu sais, là. Ouais, c'est sûr que c'est tough. Surtout que je considérais que j'avais eu une excellente saison là, dans une équipe championne, en arrière-plan, à compter 30 buts quand même. Là, puis que tu regardes ces listes, puis il y avait des gars, mettons, des États-Unis ou quelque chose, puis ou de la Suède. Ils jouaient en première ligue de Suède, il y avait 17 ans, c'est sûr, c'était des adolescents, mais ils avaient compté 3 buts dans l'année. Puis les autres étaient classés en première ronde avec le 8 points en 40 games. J'étais comme. Tu viens-tu frustré? Un peu, oui, mais je pense qu'il faut que tu mettes tout ça comme en anglais, ils disent la big picture, là, la grosse, la vue d'ensemble, là, où que c'est, il y a tellement de joueurs aujourd'hui qui percent sans être repêchés, ou moi... Toi, t'arrivais là, à garder, mettons, les deux pieds sur terre, puis de rester groundé, puis de pas trop aller là dans ta tête. Ouais, je pense, parce que moi, même toute ma carrière, mettons, là, je suis sorti du Fleur de Lys du Témis chez nous, j'ai joué midget 3. Avant d'avoir la lettre pour aller au midget 3, moi, j'avais aucune idée c'était quoi le midget 3. Là, ça a comme toujours juste été l'autre étape d'ensuite, l'autre étape d'ensuite. Je jouais junior majeur, là, c'était tellement loin qu'après ma première année midget 3, quand j'ai été repêché junior majeur, jamais je vais jouer là, tu comprends? Fait que c'est un peu la même chose. Dans la Ligue nationale, un peu moins, parce que je savais que j'avais fait assez pour jouer. Pas pour jouer, mais pour être repêché. Fait que, mais c'est sûr que ça devient des fois que tu dis pourquoi lui? Mais c'est ça toute ta carrière en montant. Moi, j'ai resté beaucoup dans la Ligue américaine, puis il y en a des joueurs là, qui ont eu des carrières dans la Ligue nationale de 500 matchs. Puis je sais qu'ils sont pas meilleurs que moi. Là, Fait que quand tu vois ça, souvent, tu te dis, quand tu arrives à un certain niveau, oui, l'entonnoir est petite, mais en même temps, ça te prend presque un peu de chance. Là. Ben c'est ça c'est un autre point. Tu sais, comme y a-tu d'autres facteurs qui viennent beaucoup jouer, tu sais, autre que le talent ou autre que, tu sais, de dire, par exemple, la taille. Est-ce que ça, toi, tu as eu à, mettons, à te prouver peut-être plus parce que, je pense, 5 pieds 10. Fait que est-ce que ça t'a nuit, disons, dans ton cheminement? Ah, c'est sûr. J'ai toujours été reconnu comme un petit attaquant, pas assez rapide, pas lent, mais pas assez rapide pour un petit attaquant, pas assez d'habilité individuelle pour être un gars des deux premières lignes, mais pas assez de grosseur et de grandeur pour être ça à 3 ou ça à 4. Fait que, un petit peu entre les deux. Je pense qu'aujourd'hui, la game a vraiment changé. Là. Ça a évolué, c'est vraiment, hein? c'est vraiment différent. Moi, je me souviens, mon année de repêchage junior, on avait sorti, puis il y avait 6 gars en bas de 5 pieds 10, 6 attaquants en bas de 5 pieds 10 dans la Ligue nationale. Là. Je pense qu'aujourd'hui, tu en trouves beaucoup plus que ça. Puis il y a des gars qui réussissent très, très bien. Là. Mais à cette époque-là, tu avais ce défi-là, disons, cette barrière-là qui te donnait. Fait que c'était encore plus impressionnant hein, que tu as réussi à le faire, parce qu'il y avait des limites encore plus grandes, disons. Là. Puis c'est quoi les autres facteurs quand tu parles de chance un peu, puis tout ça? C'est quoi les autres éléments que pourquoi, disons, si mettons, un joueur est meilleur qu'un autre, que finalement c'est l'autre qui a plus d'opportunités, tu sais? Mais tu sais, mettons, moi j'étais repêché à Montréal. Dans ce temps-là, Montréal, il y avait une équipe vieille qui essayait de pousser, qui essayait de rentrer. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui rentraient. Puis à Montréal, mettons, faire un reset, c'était pas arrivé depuis longtemps. Là, ils l'ont fait là. Il n'y a pas beaucoup de temps. Là. Mais faire un reset, c'était plus une époque de patchage. Puis on fera les séries, on fera une ronde, mais au moins on fait les séries. Ça fait que c'était comme un mindset différent. Fait que tu arrives dans une équipe comme qui est en complètement reconstruction, comme Chicago en ce moment, mettons. Ben là, si tu as des succès dans la Ligue américaine, tu vas avoir du temps de jeu dans la Ligue nationale, peu importe, parce que les autres sont en reset, puis ils veulent avoir une équipe jeune, puis ils veulent monter leur équipe pour Fait qu'il y a des timings. Ah, il y a du. Moi, je pense qu'il y a au-delà du talent, puis au-delà sûr, il y a du timing. Souvent, si tu tombes sur un gars qui t'aime,
OK. Tu sais, un directeur général qui t'aime, Ça augmente. tu sais, tes chances augmentent. Ou un coach qui t'aime, là, ce coach-là, il se fait mettre à la porte, mettons à Tampa Bay, mais il se fait engager à Minnesota. Il dit, OK. hey, apportez de l'aide, Ah, OK. je le connais, tu sais. Fait que ça, c'est une chose. Comme tu l'as dit, là, le timing aussi, tu sais, qu'on vient de parler. C'est sûr qu'il y a un facteur chance, tu sais. Tu te fais rappeler la première fois que tu joues dans la Ligue nationale, tes 10 premières games, tu scores 5 buts. Hmm. Tu sais, là, t'as comme fait ton nom, fait que, tu sais, puis souvent, les gars dans la Ligue nationale qui jouent dans la Ligue nationale, tu sais, il y en a beaucoup qui jouent sur une saison, mettons, là, tu sais, ouais, mais il y a 2 ans, il a scoré 20 buts. Ah, on va la signer, on va leur donner un OK. contrat, tu sais, ça fait que c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais au bout de la ligne, faut quand même que tu fasses ton chemin, il faut que tu crées tes opportunités. Si on recule un peu, tu sais, là, bon, t'es drafté, mais si on recule avant ça, comment on fait pour se rendre là? Tu sais, je regarde un peu ton parcours, là, je regardais un petit peu comme quand tu as joué pour les Voltigeurs. Année 1, 8 parties, 2 points. Année 2, 25 points. Année 3, 49 points. Année 4, 93 points. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir, tu sais, comme ton cheminement. Comment on fait pour se rendre à pouvoir être drafté? Je pense que c'est une question de continuer de t'améliorer. Tu sais, faut que tu trouves ton rôle. C'est sûr que tu sais, moi, au début, junior, j'étais arrivé du midget 3. Tu sais, euh, grosse saison midget 3, 30 buts, 72 points. Tu sais, T'as-tu premier pas le con- record? ouais, Ou... jusqu'à pas long, là, OK, je sais OK, pas. Là, OK. mais, tu sais, c'est une grosse saison. Une équipe qui s'en va jusqu'à la demi-finale de la Ligue. Tu sais. Là, tu arrives junior, tu as 16 ans. Tu joues contre des gars qui ont 20 ans, 19 ans, c'est un gros step. Fait que c'est de trouver ta place, de comprendre quel genre de joueur, parce que plus que tu montes tout le temps, c'est ça que souvent je trouve les jeunes qui arrivaient dans la Ligue américaine, même il y avait de la difficulté à comprendre. Tout le monde était un gars de première ligne Ouais. junior, là, tu sais. Puis comme c'est là je voulais m'en aller un peu parce que moi je travaille avec des joueurs de junior A puis tout ça puis ce que j'entends souvent c'est leur première année qui rentrent dans le Q, ils tolèrent mal de pas jouer beaucoup de parties, ils tolèrent mal d'être une quatrième ligne. Puis là, des fois, la frustration s'empare. Puis là, ils veulent être tradés. Puis là, comme... Mais dans le fond, c'est pas ça que toi, t'as fait. Raconte-nous un petit peu, tu connais probablement très bien la game, rendu là, tu sais, de dire, c'est quoi les conseils qu'on donne à ces jeunes-là là, qui deviennent impatients, puis que c'est leur première année, puis comme tu dis, là, on joue contre des hommes un petit peu plus, puis qu'est-ce que tu pourrais donner comme de ton expérience? Ou... Tu sais, parce que un joueur de talent va toujours être un joueur de talent. Tu sais. J'avais fait 72 points midget 3. Ça c'était pas disparu, là. Tu sais, là, c'était encore là. Mais c'est comme je dit tantôt, c'est un peu de trouver ton rôle, trouver les choses qui vont fonctionner. Puis souvent, les jeunes sont impatients. Tu sais, ils veulent être sur le premier avantage numérique, sa première ligne, à 25 minutes par game. Il y a des gars que ça fait 3 ans qu'ils se battent puis qui font ça. Là, tu sais, là, fait que, tu sais, c'est sûr que le coach il va être réticent à donner le temps de glace des autres. Mais tu sais, si le coach il te fait jouer sa quatrième ligne, il te fait jouer 5 minutes, il demande de faire telle consigne. Puis toi, tu t'entêtes à non, 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 moi je vais jouer à ma façon. C'est sûr que tu n'auras pas d'opportunité. Fait que c'est vraiment trouver ton rôle, puis ensuite, ensuite, tu peux apporter qu'est-ce que ta game apporte. Comme tu dis, là, moi, rendu à 19 ans, junior, j'étais pas le même joueur que midget 3. J'avais compris que au début, j'allais pas en scorer là, sur le one-timer, sur le bord de la bande, à attendre la rondelle comme Ovechkin. Là, j'étais pas ce genre de joueur-là. Mais ma dernière année junior, j'ai scoré 51 buts. J'étais le seul de cette année-là junior à en avoir scoré 50. Mais j'avais compris que moi, en avant du net, c'était une de mes forces. OK. Aller au filet. Il y a une adaptation ou il y a des Ouais, c'est ajustements. ça. Puis je pense que le talent était encore là, mais le talent, c'était déplacé dans une autre partie de la game. T'sais. Il y a plein de facteurs psychologiques, là, je suis juste curieux de voir, mais tu sais, comme le joueur là, qui est un joueur de première ligne, qui est au sommet, son identité est là. Tu sais, de dire, moi, je suis un bon joueur, puis je suis un scorer, puis l'identité vient là, puis là, tu changes de catégorie, puis là, tu tombes dans le bas de la liste, puis tu joues une game sur deux. Comment toi, tu as fait pour, mettons, dire c'est un processus ou c'est une game, puis il faut que
respectent les étapes ou le processus. Comment toi, tu as fait pour, mettons, bien gérer ça, alors que d'autres vont peut-être abandonner ou d'autres vont peut-être, tu sais, se mettre les pieds dans les plats, là? Ouais, mais je pense que c'était peut-être un peu la façon que j'étais élevé, tu sais, par mes parents, puis ensuite la façon des entraîneurs que j'ai eus tôt dans ma carrière, OK. tu sais, que tu sais, ils t'expliquaient d'une certaine façon, tu sais, c'est ça qui fonctionne, c'est comme ça, puis tu sais, abandonner, c'était pas vraiment une option, puis tu sais, moi, demander à me faire échanger, c'est quelque chose qui est jamais arrivé de ma OK. vie, tu sais, je pense au niveau professionnel, là, j'aurais pu le faire quand j'étais avec les Canadiens parce que tu sais, j'ai joué 6 ans dans l'organisation des Canadiens. Puis dans la Ligue américaine, j'ai 5 Team MVP. Mhm. Mais j'ai joué 18 games dans la Ligue nationale. Tu sais, je me faisais pas rappeler, mais je gagnais Team MVP dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, au bout de 2-3 ans, j'aurais pu dire le gazon est sûrement plus vert ailleurs. On va aller voir ailleurs. Mais je pense que c'était pas comme ça dans ma tête. C'était pas comme ça que j'avais été élevé. OK. Je pense que Fait c'était qu'il y a une question de mindset. vraiment tu sais, faut que tu passes au travers tes propres émotions. Je pense qu'il faut que tu mettes un peu les émotions de côté, un peu toutes les questions qui est feeling, puis que tu sois capable de relativiser que, OK, j'ai une job à faire. Si je veux faire ma job, tu sais, il faut que je On fasse les peut-tu comparer sacrifices. ça au monde du travail, disons, comme, disons, un jeune avocat qui rentre dans un cabinet, ben, il commencera pas, tu sais, au top, tu sais, faut qu'il fasse ses preuves, puis faut qu'il soit patient, puis faut qu'il tolère un certain inconfort. On peut-tu comparer un peu Ben, les deux? j'imagine, tu sais, c'est sûr, je suis loin d'être Ouais. avocat, mais tu sais, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on voit, tu sais, ces gars-là, ils sortent de des grosses universités, des choses comme ça, un peu comme des gros scoreurs qui sortent du junior majeur, puis ils arrivent, puis ils sont, tu sais, ils peuvent pas être partners tout de suite en partant, là, tu sais, ça fonctionnera pas. Fait que je pense que c'est un peu vrai quand tu compares ça, tu sais, j'avais jamais pensé à ça, mais ça Ça se pourrait être compare très... comparable. Ben oui, c'est sûr qu'ils ont pas le choix d'avoir le même Ouais. mindset, là, tu sais. Je me questionne à savoir, y a-t-il une évolution? Tu sais, mettons, anciennement, comme tu demandais pas pour te faire trader, puis comme, il y avait un certain respect du processus un peu plus, puis on avait beaucoup de gratitude d'avoir été sélectionné. Ça a-tu changé avec la jeunesse, tout ça, ou pas vraiment? Je pense que oui, je pense qu'il y a, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans le monde du hockey. Je pense que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, les jeunes sont vraiment impatients. Puis il y a aussi, euh, tu sais, les jeunes, ils réalisent pas nécessairement, je pense on l'a dit tantôt, mais tu sais, quand tu sors du midget 3, aller au junior, tout le monde, c'était les meilleurs joueurs midget 3. Quand tu sors du junior, aller professionnel, tu sais, souvent les gars, ils disent, ah, là, comme la Ligue américaine, tu sais, il est pas bon, il joue dans la Ligue américaine. Mais tous les gars que tu demandes qui ont joué dans la Ligue américaine, là, c'était les meilleurs joueurs de leur équipe junior, c'était le meilleur joueur de leur équipe universitaire, c'était le meilleur joueur de l'équipe au collège aux États-Unis. Tu sais. Je pense que ça, c'est quelque chose que les gens réalisent pas, tu sais, à quel point les taux se resserrent rapidement. Puis souvent, moi, ce que j'ai remarqué, mettons, les jeunes qui fonctionnent le mieux dans la Ligue américaine, à part ceux-là qui sont vraiment tu sais, très bons, puis il n'y avait juste pas de place dans la Ligue nationale ou peu importe, c'est ceux qui ont été repêchés un petit peu plus loin. Mais les autres, ils ont tout le temps eu besoin de travailler. Tu sais. OK. C'était pas des exceptionnels quand ils étaient midget ou c'était pas des exceptionnels quand Fait ils que le étaient junior. parcours, Fait que les autres sont comme habitués de recommencer. Tu sais. les jeunes qui ont eu à avoir plus de résilience, ça peut faire une différence. Mais moi, en tout cas, c'est ça. Souvent, j'ai remarqué. Tu sais, il arrivait un gars un 20 ans de junior pas repêché. Puis au début de la Ligue américaine, il était souvent meilleur que le choix de première ou de deuxième ronde parce que lui, ses habitudes de travail, il les avait. OK. Il était déjà intégré dans lui. Son éthique de travail, il n'avait jamais été plus talentueux que les autres, donc il n'avait jamais pu juste jouer sur son talent. Il avait toujours été obligé de faire les petits détails, les choses comme ça. Fait que c'est quelque chose qui était quand même le fun à voir dans mes dernières années de carrière. Que, souvent, c'était ce type de joueur-là qui fonctionne mieux. OK. On a déjà entendu ça souvent, c'est un peu cliché là, de dire que, disons, le fait de travailler fort peut dépasser le talent, là. Mais comment ça a été gagner la Coupe du Président? Ton expérience de ça, tu sais, souvent on dit là, quand on est dans des championnats, puis tout ça, la chimie d'équipe, puis comme l'expérience devient super intense, partage-nous un petit peu ton expérience de ça. Ah, ça a été. À- je vais m'en souvenir toute ma vie, c'est sûr. Nous autres, ça a été des drôles de séries parce qu'on était vraiment, vraiment une bonne équipe. Puis on a balayé les 3 premières rondes.
bam, 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 on était parti. La Coupe Memorial était à Rimouski. En demi-finale, on parle de Rimouski qui se sont montés une équipe pour la Coupe Memorial chez eux. 4 games, bang, ils sont partis. OK. Puis, ça donnait un boost. Ouais, c'est ça. Puis on est arrivé en finale, puis en finale, on a gagné en 7. Fait que ça a comme été des séries en une série. Mais c'était une rivalité incroyable. Puis je me souviens encore. C'est cliché, tout le monde le dit, mais c'est ça pareil. Moi, j'avais compté 30 buts cette année-là, je jouais sa 3e ligne. On avait des 20 ans qui ont compté 60 buts, puis ils jouaient 25 minutes par game. Le premier powerplay, il restait sur la glace 2 minutes, mais il n'y a personne qui a jamais chiolé de ça. Il n'y a personne qui a jamais dit un mot de ça. Les gars de 4e ligne, il n'y a jamais personne. Rendu là, c'est que tout le monde est dans sa chaise, puis le vouloir de gagner devient bien plus gros que le vouloir personnel de performer. Moi, je me souviens, à la fin, il restait 10 secondes, puis on avait une mise au jeu dans notre zone. C'était 3-2 pour nous autres, game 7. Puis on avait un gars de 19 ans sur la glace, puis le coach le laissait là, puis lui, il est venu au banc, puis il a dit « Non, envoie Gab, il va gagner le face-off. » C'était des... lui, il avait plus selfish. Non, c'est ça. Lui, il est allé voir le coach puis il a dit « Hey, faut envoyer lui. » Moi, ça donne rien que je sois là pour les 10 dernières secondes. J'étais un ailier, ça prenait un autre sens à la glace. Fait que, c'est tout... je me souviens de ces détails-là. C'est peut-être arrivé dans d'autres games, mais quand tu gagnes un championnat, tu Fait que dans le fond, si je reprends ce que tu as dit, là, c'est que en série, si on est capable de laisser aller notre individualité puis de vraiment, vraiment être soudé solide comme équipe, ça augmente beaucoup les chances de pouvoir se rendre jusqu'au bout. Ah, tu peux pas te rendre jusqu'au bout sans cette comme on dit, là, cette brotherhood, la fraternité entre joueurs. Moi, encore aujourd'hui, à chaque été, là, on a une gang qui ont gagné la Coupe dans un groupe chat là, de 8-10 gars. Puis il y a toujours une rencontre. On appelle ça les anciens Volti. Ça fait 20 ans qu'on a gagné la Coupe, puis on se rencontre encore. Puis aussitôt qu'on s'assit de même là, autour du feu, là, c'est comme si on jouait encore ensemble. C'est la même affaire, c'est les mêmes... On s'écœure pareil, c'est les mêmes niaiseries, c'est la même compétition amicale. Puis on a tout changé, on a tout rendu avec des enfants, puis tout ça, des blondes, puis tout ça. Mais ça, je sais pas si c'est unique au hockey parce que j'ai jamais joué d'autres sports. Mais moi, je te dis que c'est unique au hockey. Puis ce sentiment-là, je suis pas sûr qu'il y a ça dans d'autres chambres de sport. J'avais interviewé René Labbé pas longtemps passé, puis il disait que un des plus gros avantages d'avoir joué au hockey, c'est les relations. C'est toutes les relations qu'on développe, les contacts à travers de ça. Puis tu ramènes un peu ça aujourd'hui. C'est sûr. Je me souviens, on avait un coach des États-Unis, un assistant coach, puis il disait quand tu es champion, always champions. Champion together, always champion together. Toujours ensemble, on va toujours être champion ensemble. Fait que, il y a des gars que je rencontre moins souvent, mais si je les rencontre comme ça, par hasard, c'est la même chose. C'est comme, on joue encore ensemble. Ça va tout le temps rester. Fait que c'est... Nice. Trophée Guy Carbonneau. Je suis pas trop connaissant, là, mais qu'est-ce qui est cet award-là? Qu'est-ce qui est cette reconnaissance-là que tu as eue? Dans le fond, c'est comme le trophée Selke dans la Ligue nationale. C'est le meilleur attaquant défensif là, de la Ligue. Ouais. OK. Super. OK. Si on fast forward, là, tu parlais des coachs. Donc, toi, tu as joué sur Bob Gainey. Il était directeur général, oui. Directeur général à ce moment-là. Donc, c'est qui les coachs que toi, tu as eu à travailler avec? Puis, parle-nous un petit peu des différences ou des particularités, mettons, du coaching au niveau de la Ligue nationale. Tu sais, moi, je dirais les entraîneurs qui ont eu le plus d'influence sur moi, c'est dur à dire parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs que j'ai eu dans ma carrière que je mets de côté. Il y avait tous des Il apportait tout quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, les entraîneurs que j'ai eu au début, c'est des gars qui vont me rester dans la tête beaucoup plus parce que tu en as plus à apprendre. Mais, tu sais, que ce soit quand j'ai commencé au tennis, mes entraîneurs, tu sais, c'est de là que ça a parti, là, l'éthique de travail, la façon de jouer, la passion. Tu sais,
souvent, les entraîneurs, tu sais, au niveau mineur, je trouve, dernièrement, puis de plus en plus avec mes enfants, tu sais, je trouve que les entraîneurs, ils font ça trop compliqué. Ils essayent d'être trop tout le monde John Cooper, tu sais. OK. Tu sais, tu comprends? Les flots, ils ont juste 10, 12 ans. Tu sais, enseigne-leur la passion, enseigne-leur à aimer leur job, enseigne-leur l'éthique de travail, tu vas les amener plus loin. Puis après ça, au niveau professionnel, après, tu sais, junior, j'ai eu Guy Boucher qui a coaché dans la Ligue nationale. Ensuite, lui, c'était vraiment un motivateur exceptionnel. OK. Là, tu sais, là, Super. je pense que c'est un gars, justement, qui a un PhD en psychologie sportive. Fait que lui, sa plus grande force, quand on était junior, c'était d'être capable de tirer 120% de chaque joueur. OK. Tu sais, même si c'était 120% de 10 chiffres pour le gars, ça à 4, il allait avoir 120%. Lui, c'était ça son Il challenge, était capable, il d'essayer était de capable de tricoter tirer ça. 100% de tout le monde, tu sais. Puis après ça, quand je suis arrivé au niveau professionnel, là, tu sais, j'ai eu à Syracuse, j'ai eu Benoît Groux, qui est un entraîneur au Québec qui est reconnu. Tu sais, lui, c'était différemment. C'était un gars vraiment dur. OK. Il est vraiment dur, mais il est fair. Tu sais, fait qu'il voulait que tu joues d'une façon, il voulait que tu aies un certain type de joueur. Puis ensuite, tu sais, dans la Ligue nationale, là, j'ai eu la chance d'avoir le plus que j'ai eu, c'était John Cooper. Tu sais. OK. Lui aussi, c'est un gars. C'est vraiment un gars super intelligent. Un gars, tu sais, lui, c'est plus un player's coach que je trouve, là, vraiment, OK. là, tu sais, proche de ses joueurs, OK. mais respecté. Tu sais, d'un autre côté, que, mettons, tu prends Benoît, lui, il était plus dur. Tu sais, les gars, mettons, t'avais pas nécessairement Pas la même relation, pas nécessairement là. de discussion pour le fun dans Ouais, c'est son ça. bureau, là, mais Ouais, tu sais, c'est ça. avec Coupe, tu pouvais déjeuner avec lui puis parler OK. parler de golf puis tu sais, tout ça. Puis mes dernières années, ben là, j'ai eu voyons, Joël Bouchard, OK. que lui, c'est un passionné. Tu sais, OK. c'est un enseignement, c'est un passionné, c'est un gars qui, tu sais, il s'en va chez eux, puis il doit avoir des games de hockey d'enregistrer sur sa télé. OK. Là, tu sais, là. Fait que c'est tous des gars qui apportaient quelque chose de différemment, tu sais, à partir de Christian Corom, Jetro, à aller jusqu'à Joël Bouchard. Mais la chose qu'ils ont toutes en commun, c'est que c'est des leaders exceptionnels. Tu sais, puis c'est des leaders. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de leaders. Tu sais. Il y a des leaders qui peuvent faire suivre les autres, mais il y a des leaders qui sont capables de tirer les autres. C'est ça leur grosse qualité, les autres. C'est OK. des leaders tu sais, qui sont capables de tirer les autres dans le bateau. Puis, tu sais, quand ça fonctionne pas, tu sais, on embarque tous dans le même bateau, on est tous ensemble. Tu sais. Puis c'est ça leur plus grosse qualité. Je pense que c'est ça. Fait qu'ils sont capables de tirer les bonnes ficelles, sont capables de comprendre. En étant proche de leurs joueurs, mais toutes à des façons différentes. Tu sais, moi, Ben, j'ai été capitaine 5 ans pour lui, Ben Grou. Puis, j'étais proche de lui, mais pas de la même façon que j'ai été proche de Guy Boucher pendant 3 ans junior. Tu sais, Si je te demande, tu sais, comme tu l'as mentionné clairement tantôt, tu as dit chaque coach m'a apporté de quoi. Ça veut dire que tu étais vraiment ouvert à l'apprentissage, tu sais, là, mais qu'est-ce qui sont les, disons, tu sais, maintenant, tu as des enfants, tout ça, puis tu adoptes un rôle différent, mais qu'est-ce qui sont les belles qualités, mettons, des coachs? Fait que, tu sais, si on regarde, là, qu'est-ce qui est vraiment important chez un coach, c'est quoi les éléments clés que tu dirais, toi, de ton expérience, que, écoute, ça, c'est vraiment des choses vraiment importantes. mais je pense que je t'ai nommé tantôt, il faut que tu sois capable d'être proche de tes Proche. joueurs. Tu sais. Puis, tu sois capable de transmettre Être fair. ta passion OK. aux gars. Parce que, tu sais, si t'es entraîneur, c'est parce que t'es passionné par hockey. Parce que tu sais, les gars qui jouent au hockey, ils travaillent fort, là. Mais les coachs, là, c'est des semaines de OK. 100 heures. Là. OK. On rentre dans l'autobus, c'est tout de suite sur le vidéo, puis les autres, ils voient toute la game, ils regardent les autres games, ils scoutent les autres équipes. T'sais. Fait qu'il faut qu'il y ait une énorme passion. Puis comme tu l'as dit, je pense que ça, c'est l'autre point, c'est d'être fair. T'sais. Plus que tu montes souvent, il va y avoir des choses. Dans la Ligue américaine, tu as un choix de première ronde, ben, le GM de la Ligue nationale dit, lui, là, faut qu'il joue sur le power play, tu sais. Il y a des coachs qui sont capables d'avoir l'aura de dire, check, il ne mérite pas de jouer sur le power play, il ne jouera pas sur le power play, c'est lui qui va mériter. OK. Ça va vraiment loin en tant Ben, dans le une équipe. respect, le respect des joueurs. Dans une équipe, parce que là, tu sais, tout le monde est traité égal. Ouais, c'est ça. C'est une qualité que les entraîneurs que j'ai eus dans ma carrière avaient tous. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, qui respecte les joueurs comme ça, qui respecte la game.
ça fait que tu n'as pas le choix de les respecter. T'sais, même si tu n'es pas tout le temps d'accord avec les Ah ouais, décisions. c'est ça. Bien souvent, je n'étais pas d'accord avec mes coachs, mais je faisais quand même qu'est-ce qu'ils disaient parce qu'il y avait un respect d'installer. OK. Trustais le... Ouais, c'est ça. C'est faux. OK. On revient à ton premier match dans la Ligue nationale. Raconte-nous. Tu sais, beaucoup de gens rêvent à ça, là. Raconte-nous comment toi, tu as vécu ça. Moi, c'était vraiment spécial parce que j'étais à Hamilton, dans la Ligue américaine. Puis on était sur un long voyage, là, on était au Texas, puis c'était la fin du voyage. Puis, tu deviens tanné, là, je pense que ça faisait 14 jours qu'on était sur la route. Là. Puis le matin, mon nom est écrit sur le tableau avec un nom d'un gardien. Il me semble que j'ai rien fait hier, j'ai pas manqué de couvre-feu. Je pensais que j'étais dans le Parce que trouble. là, pour aller dans le bureau. Ouais, c'est ça. Je pensais que j'étais dans le trouble. Ok, ok. Fait que là, j'ai rentré dans le bureau, puis c'était Clément Jourdouin, mon entraîneur, un autre enseignant passionné, incroyable, que j'ai pas nommé tantôt. Puis là, ils nous ont dit les deux, on s'en allait. Fait que là, j'étais à Oklahoma City, dans l'État d'Oklahoma. Il fallait que je m'en aille à Montréal. Fait que j'ai voyagé jusqu'à Montréal. C'est drôle, c'est pas drôle quand même. Mes parents étaient en vacances une semaine à Cuba ou en République dominicaine ou quelque chose comme ça. Fait que là, j'étais même pas capable de les rejoindre. C'est mon frère qui a réussi à les rejoindre. T'sais. Ils se sont trouvés un. Puis là, c'était comme... Je vais avoir ma première game. Ouais, Là. fait que là, eux autres, ils se sont trouvés. Ouais, il restait 3 games à la saison. OK. C'était ma deuxième année pro. Fait que. Eux autres, ils se sont trouvés un petit bar à quelque part sur le bord de la plage. Pour écouter ça. C'était un Québécois qui avait le bar ou quelque chose. Ils ont écouté la game. Puis moi, j'ai joué. C'était drôle d'adon. Mon premier match, c'était contre Tampa OK. à Montréal. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de spécial. C'était un peu comme le repêchage. C'est tellement rapide, puis flou. Puis, c'est intense. Parce que moi, j'ai joué à Montréal. Ensuite, le lendemain, on a pris l'avion. Tu sais, là, tu capotes. Là, tu prends un avion privé. Tu sais, moi, petit gars des genoux. J'avais pris l'avion 3 fois dans ma vie. Là, tu sais, là, je prends l'avion privé. Tu sais. Qu'est-ce que vous voulez manger, monsieur Dumont? Tu sais, il arrive avec les repas 5 étoiles dans l'avion. Puis, qu'est-ce que vous voulez boire? Il y a une liste donc de même. Tu sais. Fait que là, on joue à Caroline le lendemain. Tu sais, on en reprend l'avion, on en revient. Là, on a une journée de congé, les médias, tout ça. Puis là, on finit la saison à Montréal. Après ça, on retourne à Hamilton, finir la saison à Hamilton. Tu sais. Fait que c'est comme un rush. Ouais, puis c'était une motivation extrême pour l'été. Là, tu sais, là, tu retournes à Hamilton. Qu'est-ce qu'il... Comment ça se passe? Là, tu reviens d'un match de la Ligue nationale. C'est comme... Souvent, ça, c'est tough. Tu sais, comme moi, j'étais chanceux. Mettons, j'avais juste joué 3 games. Mais souvent, il y a des gars, tu sais, mettons, une grosse blessure. Ils jouent 2-3 mois. Là, ils redescendent quand le gars il revient de ses blessures. Tu sais, ça prend souvent un temps d'adaptation. Puisque c'est normal. Il faut que tu te réadaptes, tu retrouves ton rôle. Souvent, tu n'as pas le même rôle dans la Ligue américaine que tu as dans la Ligue nationale. Tu sais. Fait que tu retrouves ton rôle. Mais ça, c'est sûr que c'était différent. Là, cette année-là, c'était pas si pire. J'avais juste joué 3 matchs. Mais comme je te disais, là, c'était une grosse motivation m'en allant pendant l'été. Tu sais, il me restait 1 an de contrat. Je venais de jouer mes premiers games dans la Ligue nationale. Tu sais, les choses regardaient bien. Là, tu sais. Puis comment est-ce que c'est de jouer contre des légendes ou de jouer avec des légendes? Ou c'est quoi comment, dans ton mindset à toi, comment toi tu as vécu ça là, dans cette réalité-là? Ça, c'est quelque chose de spécial aussi. Tu essaies de ne pas être starstruck un peu. Ouais, c'est ça. T'es dans le warm-up. C'est ça. Crosby, l'autre bord, ou Ovechkin. Ou, moi, mon moment, là, t'es rendu à la Ligue nationale, ça a été quand j'ai joué à Chicago. C'était des années qui gagnaient. Là. Okay. Fait que là, c'était Crawford dans le net, c'était Keith, puis Seabrook à la défense, c'était Kane, Taves, Bickle, Versteeg. Il y avait tous ces gars-là. J'étais dans le warm-up. Puis là, ils commencent la game en plus, tic-tac-tac, ils scorent 3 buts en ligne. Puis à Chicago, quand ils scorent, il y a leur petite chanson. Là, ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. Puis là, j'étais quasiment en train de danser comme ça sur le bel. C'était comme 3-0 pour Chicago. C'était vraiment. Tu sais, réveil, là, tu joues. Mais ça a vraiment été mon moment, tu sais. Comme tu joues vraiment dans la Ligue nationale. Là. Puis, tu sais. J'ai scoré mon premier but, moi, contre Pittsburgh, à Pittsburgh. C'était fleuri dans le net. Je n'ai pas scoré beaucoup dans le national, mais je peux tout le temps dire que j'ai scoré sur Marc-André Fleury. Comment spécial que c'était, là? Ben, tu sais, scorer mon premier but, ça a été plate parce que on perdait 5-1. Moi, j'ai scoré 5-2 en 3e période. Mais tu sais, les gars, ils étaient contents, puis tout. Puis l'entraîneur, c'était Michel Terrier. Là. Okay. Le lendemain, il m'a dit « Ah, c'était ton premier but hier. C'est de valeur qu'on perdait 5-2. Là, félicitations pour tout ça. » Mais c'était... Tu sais, ça, mon premier but, c'était cool. Mais après, tu sais, la carrière que Marc-André Fleury a eue,
c'est tout le temps c'est ma petite chose que j'aime plugger là, dans une conversation. Là. Ouais, j'ai scoré dans le plug. Tu sais, là, c'est comme mon claim to fame. La Fondation Élan Jeunesse est fière d'offrir un appui financier pour des associations, des écoles ou des organisations qui soutiennent les jeunes. Donc, tu as un projet qui est destiné aux jeunes de notre région au nord-ouest. Tu es un groupe de gens de moins de 25 ans qui souhaitent voir ce projet-là se réaliser. Eh bien, présente une demande d'appui financier via le site web au elanjeunesse.com et cours la chance de recevoir un soutien qui te permettra de réaliser ton projet. Voici quelques exemples de projets qui ont été soutenus par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, le Gala du mérite étudiant de l'AGE de l'UMCE, un concours de citrouilles organisé par le Jardin botanique, plusieurs aménagements de parcs, donc des rénovations ou d'ajouts de modules, l'arbre du partage de la Cité des Jeunes, le projet de serre intérieure de l'école Saint-Jacques, Systema, les pionniers du Nord-Ouest qui sont allés au tournoi Pee-Wee international, la bonification des infrastructures extérieures du groupe Scout de Saint-Basile, la rénovation du terrain de basketball de l'école Saint-Jacques, l'académie SAE-NO, donc le sport-études au Nord-Ouest, le programme de basketball de Sweat Academy, l'arbre du partage de la CDJ, le camp Canac et aussi le programme de littératie communautaire du DFSNO. Alors, tu as un projet? Soumets ta candidature. Fait que si on regarde un petit peu les années qui se sont succédées, il y a eu des up and down, dans le sens que monte en haut, redescend en bas, tout ça. Comment ça se vit là, de dire, tu sais, année après année, hop, là, je monte en haut, puis là, hop, je redescends en bas. Comment un joueur vit ça? Tu sais, c'est difficile. Tu sais, moi, toute ma carrière, on appelle ça un bubble guy. Tu sais, j'étais juste à la ligne. Là, tu sais, dans la Ligue américaine, j'étais pas un gars de première ligne puis de points, mais je jouais 22-23 minutes par game. Tu sais, je faisais mon 50 points par année en 75 games. Tu sais, des plus 30, jouer contre la meilleure ligne de l'autre bord. Tu sais, t'es un gars que tu veux avoir dans ton équipe. Tu sais, mais dans la Ligue nationale, il m'a toujours juste manqué c'était une opportunité bien performée quand c'était le temps. Parce que quand j'étais à Tampa, j'avais un rôle, ça allait bien. Ça n'a pas continué l'année d'ensuite. Mais l'année que j'étais là, j'étais efficace dans le rôle qu'on me demandait. Fait que c'est difficile un peu de. Puis à un moment donné, tu le réalises aussi, veux pas. Tu passes 25, 26, 27. Là, ouais, c'est ça. Mais tu te fais encore rappeler. Ouais. Tu sais, t'es encore tu juste vis là, tout le temps d'espoir, genre? c'est sûr. Tout le temps comme même là? Même mes dernières années, là, j'avais des contrats juste de la Ligue américaine. Puis, tu sais, j'ai encore scoré à soir. Ouais, je joue encore 22, ça reste 23 tout le minutes. temps là. S'ils ont besoin d'un gars, d'expérience, les jeunes, ça marche pas. Au mois de mars, ils ont essayé tout le monde, ça marche pas. Ça reste en toi toute ta vie. T'as pas le choix. Même des fois, là, je me dis, je pourrais m'entraîner encore, puis je suis sûr que je serais capable de rejouer. C'est toujours en toi, ça va tout le temps en toi, peu importe. Je pense que c'est le compétiteur en toi. Puis, souvent les gens disent, t'as eu une longue carrière, puis tout, mais je pense que ce fait de ne pas abandonner là, de t'accrocher à ton rêve, ben, ça te permet de pouvoir jouer longtemps. Si on parle adaptation, là, tu dis, j'ai changé d'organisation, tu as joué pour 4 différentes équipes, tu as joué pour tes équipes écoles aussi. Comment ça se vit, ça, là, de dire, OK, là, je change de ville, je change de gang, je change de coach, puis là, j'étais un bout de là, hop, alors, je change encore. Comment ça se vit, ça? C'est-tu vraiment difficile ou ça fait du bien le changement? Ou comment ça se vit, ce genre de switch-là? C'est sûr que c'est différent. C'est sûr qu'il y a un stress tout le temps, mais je pense que au hockey, on en a parlé un peu tantôt, des mauvais gars, je pense que
sais, des gars avec qui je me dis, là, je m'entends pas en tout, puis tu sais, ça fait pas. Il y en a peut-être eu 2 dans toute ma carrière, dans 16 équipes, dans 16 années, pas dans 16 équipes, mais dans 16 années. Fait que je sais pas avec combien de joueurs j'ai joué, là. J'ai joué avec 2000, 3000 joueurs, tu sais. Puis il y en a 2, là. Tu sais, la communauté du hockey, c'est des bons gars. Fait que, tu sais, veux pas, t'arrives dans une nouvelle place, mais tu sais, c'est la même chose. C'est Tu te c'est réajustes, c'est tu les te boys, réadaptes. puis tu joues une game, OK. puis tu sais, il y a ça de différent au hockey. Tu sais, tu joues une game, il y en a un qui frappe un défenseur, toi t'embarques sur la glace, tu le frappes ou quelque chose, tu fais une bonne mise en échec. Tu sais, OK, tout le monde, OK. tu sais, tout le monde, I got you after, là, tu sais, c'est comme ça la fraternité du hockey. Fait que, oui, c'est différent de changer, puis oui, il y a un stress, oui, il y a l'anxiété, tu sais, mais comme moi, comme joueur, tu sais, ça m'a jamais tant affecté que ça. C'est quand même assez bien passé. C'est ça, je te dirais peut-être bien Euh, ma blonde, elle dirait différemment, ouais. elle, mais, mais comme joueur, là, On les nommera pas, mais ces deux joueurs-là, j'aimerais juste savoir c'était quoi les traits de caractère ou les particularités qui a fait que on avait de la misère à y sentir ou peu importe, là. Qu'est-ce qui étaient tu sais, moi, je me souviens de ma première année professionnelle. Tu sais, j'arrive du junior, puis quand je me fais éliminer en demi-finale junior, bam, j'arrive dans la Ligue américaine. Puis, tu sais, je vais scorer 51 buts, là. Fait que j'arrive dans la Ligue américaine avec un certain aura, tu sais, un certain OK. Fait que, tu sais, je joue tout de suite. Ils sont en série, je joue tout de suite. J'ai du tas de glace, tu sais, là. Je joue sur la deuxième unité, je score des goals. Ça va bien. Puis, c'était un vétéran un peu plus vieux. Puis, d'après moi, tu sais, à ce moment-là, j'ai jamais pensé à ça, mais plus que ça a avancé, tu sais. J'avais comme. C'est lui un peu qui s'était fait tasser quand j'étais arrivé, OK. tu sais. Puis, Il y avait ça sur le cœur. c'était juste pas un bon coéquipier. Tu sais, il y a un petit gars de 19 ans qui arrive dans ton équipe, il est en série. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu le réflexe d'aller le voir. T'as-tu besoin de quelque chose? Veux-tu venir souper à la maison à soir? Lui, c'était le contraire. Tu sais, OK. Calé ou. ouais, c'est ça, rire de moi. Tu sais, le petit gars qui arrive de Drummondville, OK. il vient de Ville-des-Gelées, il parlait pas top anglais, OK. tu sais, même si c'était en anglais à Drummondville avec le coach. Tu sais, tout le temps des. Tu sais, puis là, tu peux pas t'en défendre parce que t'as 19 ans. Lui, il a peut-être 28, 29. C'est un vétéran. Tu sais, fait que c'était des petites Comment. affaires, mais tu sais, c'est tellement minime. Ouais, Puis il y a OK. tellement d'autres Il y a gars tellement autour d'autres que, positifs. tu sais, ouais, tu sais, comme le 2 minutes que lui, il te fait suer, c'était comme, tu rages. Mais après ça, Passe tu sais, par-dessus. les autres boys sont tous corrects avec toi, fait que, tu sais. Mais, tu sais, les traits, tu disais les traits de caractère, c'est juste, tu sais, je sais pas si tout le monde va comprendre, mais c'est juste un mauvais coéquipier. Ben, c'est comme tu dis, on peut rencontrer ça n'importe où, là. Exactement. Tu sais, dans n'importe quelle autre organisation, sport, travail, tu veux tout le temps en avoir un fendant quelque part. Tu sais. Tu sais, puis c'est ça. C'est vraiment, OK. c'est vraiment juste ça. Puis, tu sais, je pense pas qu'en tant que joueur, ça m'a affecté. Là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Parce que. Te dire là avec, Ouais, puis c'est ça. tu continues Move ton on, chemin. là, Puis that's it. OK. Euh, Quand tu as joué pour le Crunch, il y a quelque chose de quand même assez exceptionnel, c'est que tu as tu as eu un rôle de leader, capitaine, pendant 5 ou 6 ans. Ouais, 6 ans. 6 ans. C'est quand même très long pour un capitaine. Je pense qu'il disait là, que tu étais un des plus longs dans l'histoire de l'organisation. Euh, c'est intéressant ce côté-là de leader, de capitaine. C'est quoi les éléments clés? Tu sais, à chaque année, chaque équipe, ils choisissent un capitaine. Qu'est-ce qui faisait que toi, t'as été reconnu puis tu as eu ce rôle-là qu'on t'a donné là, pendant toutes ces années-là? Mais je pense que, tu sais, moi, j'ai jamais été un gars de gros, tu sais, speech. Il y a plusieurs types de capitaines, puis j'en ai eu plusieurs dans ma vie, puis tu sais, je peux pas dire qu'il y en a un meilleur que les autres. Mais moi, j'ai toujours essayé, peu importe, capitaine, pas capitaine, ça à glace, quand je revenais à des gelis, peu importe, c'était de l'idée par exemple, tu sais, par qu'est-ce que j'allais faire, OK. qu'est-ce que je faisais, comment je me... Tu sais, moi, c'était le petit workout de 15 minutes dans le gym, il est aussi important que le 2 minutes de 6 contre 4 pour gagner la game 7, tu sais, en playoff. OK. Là, tu sais. Moi, je traitais toutes les choses comme ça. Puis je pense, si tu demandes à tes entraîneurs, souvent maintenant, quand je reparle avec mes entraîneurs, tu sais, eux autres, c'est comme ta façon de pratiquer. Je disais, tu sais, tout arrivé à pratique, t'étais blessé, les pratiques étaient là, t'embarquais sa glace pour la pratique, bam. Tu sais, le niveau de la pratique, il se tapait.
moi, je pense que ça a été surtout ça, tu sais, Parce que tu avais une influence. C'est-à-dire, parce que toi, tu agissais comme ça l'autre, il n'a l'entraînait pas le choix, tu d'autres. sais, puis l'esprit compétitif embarque aussi. Mais tu sais, moi, je pense que si tu demandes à tous mes entraîneurs, c'est ça qu'ils vont dire. C'était plus par exemple, tu sais, puis être prêt à faire toutes les petites choses qui font mal ou qui sont plates, ou tu sais. Fait que c'est vraiment dans la discipline puis dans l'éthique de travail que tu t'es démarqué. Ouais, puis tu sais, moi, je le voyais pas comme, tu sais, des sacrifices ou des choses comme ça. C'est juste normal. C'était mon mindset. C'est ça que ça va prendre, tu sais. C'est ton esprit de compétition, tout ça, c'est quelque chose que, tu sais, c'est toi qui décides. Tu sais, de comment de main que tu vas avoir ou comment bon ton lancer va être. Tu sais, il y en a là-dedans que c'est des talents, là, tu sais, c'est pas, mais tu sais, ton esprit de compétition, ton éthique de travail, de pas abandonner, ben ça, c'est des choses que c'est toi qui contrôles. Puis moi, j'essaie de contrôler ces choses-là le plus possible. Puis aussi, tu sais, moi, dans la Ligue américaine, c'est une compétition, tu sais, c'est une jungle. OK. On est une équipe, tu sais, Ouais. mais tout le monde veut aller jouer dans la Ligue nationale. OK, tu sais. explique-moi ça, là. Ça, c'est intéressant. Là. C'est Comment différent, tu c'est sais, fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai toujours pris quand même fierté à voir les jeunes, tu sais, qui arrivent, un appartement pour la première fois, tu sais, Junior, OK. t'es en pension. Tu sais, je dis tout le temps, par exemple, ils sont pas capables de se faire cuire 2 toasts le matin, mais à la fin de l'année, ils jouent dans la Ligue nationale, Ouais. puis ils ont un impact, tu sais, Ouais. fait que je prenais une fierté de ça aussi, tu sais, de dire, crime, t'es bien Aider les jeunes à c'est s'intégrer ça, puis exact. à vivre Qu'on quelque soit chose de capable positif. d'avoir une équipe aussi, tu sais, dans la Ligue américaine, pas juste à être tous des individus. Tous des individuels. OK. Fait que toi, tu avais comme, pas une mission, mais tu te donnais un petit peu ce rôle-là là, de rassembleur ou de, tu sais, là, de carry pour les gens Ouais, de c'est ça, l'équipe. exact. Fait que ça a contribué à, disons, ton rôle de devenir capitaine. Je te lis quelque chose, là, j'ai vu ça là, sur l'Internet en faisant ma petite recherche, mais moi, je trouve ça vraiment nice là, tu sais, là, d'avoir ce genre de reconnaissance-là. Mais il dit, l'organisation du Crunch, mettons, te décrit. Il dit, c'est le capitaine ultime, trusté par les coachs, admiré par ses collègues, respecté par l'adversaire, adoré par ses fans, un joueur tough et compétitif. Je trouve que d'avoir cette reconnaissance-là, c'est quand même... Tu sais, ça reflète un peu beaucoup, pas juste le joueur de hockey, mais la personne qu'il y a derrière le joueur de hockey aussi, là. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, je pense que ça revient à ce qu'on a dit là-dedans. Il y a personne qui a parlé de mon coup de patin ou, tu sais, c'est toutes des choses que tu peux contrôler. Tu sais, le genre de personne que tu vas être, le genre de coéquipier que tu vas être, le genre de compétiteur que tu vas être, ça, c'est des choses que c'est en haut ici que ça se passe. C'est au niveau de ta tête, tu sais, d'être tough, ça s'apprend pas ou, tu sais, c'est des décisions que tu prends, tu sais. Fait que c'est quoi l'impact du mindset? Disons là, tu sais, pour se rendre à des hauts niveaux, là, c'est quoi la place du mindset versus, mettons, le talent ou tu sais, les capacités physiques ou peu importe, tu sais, de dire ce rôle-là d'attitude ou de quelle place ça a? Ah, je pense que c'est énorme parce que, tu sais, comme on disait au début, tu arrives à un certain niveau que tout le monde a pratiquement le même talent, tu sais, sauf les exceptionnels. Fait que, tu sais, c'est les décisions que tu vas prendre. C'est toi qui fais le choix, tu sais, puis on en parlait tantôt, tu sais. Tu as toujours le choix. Tu as le choix de dire, OK, je vais faire ce que le coach il me demande, là, puis je vais jouer de cette façon-là, ou, moi, je vais me faire changer. C'est sûr que c'est un peu drastique, là, mais ou je vais pas changer ma façon de jouer parce que moi, j'ai toujours joué comme ça, puis ça a marché. Ça a toujours marché. C'est moi qui va décider. Fait que moi, je pense que c'est ça ton mindset. Tu as deux choix. Tu as toujours deux choix. T'sais, dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, tu vas avoir deux choix. Tu te sens inconfortable, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, mais qui est bénéfique, ou tu fais qu'est-ce que tu es habitué, qu'est-ce que tu te sens bien, puis tu vas espérer des résultats qui vont pas venir. T'sais. OK. Fait que dans le fond, t'es mieux de souffrir à court terme pour un gain à long terme que l'inverse. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, je sais pas si c'est souffrir, mais Ouais. tu comprends, je veux Ben, dire. tolérer Ouais, c'est ça. un certain inconfort. T'es mieux que d'être tu dis, inconfortable. tu sais, c'est pas comme ça que j'ai joué avant, ou c'est pas comme ça qui était mon rôle. Ou, tu sais, de tolérer Faut ça. que tu deviennes confortable dans l'inconfortable. Tu sais, t'as pas le choix. OK.
Si on parle de mindset, je t'avais demandé avant de venir là, de me sortir une citation qui t'inspire ou qui a joué un rôle important. Puis tu as dit, je pense que c'est si tu veux être meilleur, si tu veux être le meilleur, il faut que tu joues comme le meilleur ou quelque chose comme ça. Faut que tu agisses comme le Faut que meilleur. tu agisses comme le meilleur. Raconte-nous un petit peu pourquoi cette citation-là elle a une importance, puis qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, j'étais assez jeune la première fois que quelqu'un me dit ça. C'était mon entraîneur, Christian Coron, mais à ce moment-là, il n'était pas entraîneur. Là, j'étais comme pee-wee, puis on faisait des camps l'été. Puis, il nous entourait vraiment bien. On avait des conférences, puis des choses comme ça. Puis à un moment donné, Christian avait parlé. Puis je sais pas, je me souviens pas dans quel, mais je me souviens qu'il était passé en avant de moi, puis il avait dit si tu veux être le meilleur, il faut que tu agisses comme le meilleur. Puis tu sais, moi, ça a pogné. Puis plus que j'ai continué d'avancer dans ma vie, tu vois les exemples. Moi, je suis un grand fan de Sidney Crosby, comme tout le monde qui était dans mes années. Puis, combien de fois que le monde dit quel être humain c'est Crosby, il agit comme le meilleur. C'est qui le dernier sur la glace? Crosby. C'est qui le dernier dans le gym? Crosby. Qui fait les choses qui sont optionnelles? Crosby. Là, encore là, en fait, semaine, Celebrini se fait nommer capitaine d'équipe Canada. Le lendemain, Crosby dit j'y vais. Non, c'est Celebrini qui reste capitaine. Il comprend que lui, il est sa fin, le flambeau se passe, c'est Celebrini qui va pogner le flambeau. Puis il tasse son ego. Parce que Crosby, là, s'il y a quelqu'un qui aurait eu bien le droit de dire, là, l'équipe Canada, le capitaine, c'est moi. Là. C'est pas le Flo de 19 ans. T'sais. Mais Crosby, c'est le meilleur, puis il agit comme le meilleur. Bien, ça, c'est intéressant. Tu parles d'ego. En psychologie, là, c'est souvent un élément qui vient soit nuire ou... qu'est-ce qui est ton opinion, toi, là-dessus, mettons, disons, la place de l'ego? Si ton ego est trop gros, c'est quoi l'impact négatif que ça peut avoir? Ou as-tu des expériences? As-tu vu des choses? Ou peu importe. As-tu quelque chose à nous dire par rapport à ça, mettons, la place de l'ego là, dans le sport? Mais c'est sûr que j'ai déjà joué dans des équipes que quand tu ouvrais la porte de où on rentrait la chambre, c'était check your ego at the door. Okay. Tu peux pas rentrer dans la chambre si tu as ton ego avec toi parce que tu peux pas être une équipe, tu peux pas avoir du succès dans un sport d'équipe en ayant des joueurs avec des egos. Il faut que tu tasses ton ego, puis ça revient à dire un peu ce qu'on a dit depuis le début. Il faut que tu sois capable de faire des choses qui font pas nécessairement ton plaisir, mais qui sont bénéfiques pour la grosse photo, encore une fois. T'as-tu vu l'inverse? De jouer dans des équipes où il y avait un certain nombre de joueurs avec un ego dans le plafond, puis d'être stock un peu là-dedans? Tu gagnes pas. OK. J'ai joué à des équipes des années, puis premier de notre division, super bon. 3 games en playoff de 3 de 5, bye-bye. Éliminé. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? On rencontre le joueur, puis comme coach, là, j'ai déjà entendu te dire, bon, il y a une pomme pourrie dans l'équipe, on la tasse pour, même si c'est le meilleur joueur, si c'est la pomme pourrie, on le tasse. J'ai déjà entendu des choses comme ça, mais selon toi, c'est quoi qui est, mettons, si tu de rencontrer le joueur, puis de le confronter avec ça, ou qu'est-ce qu'on fait avec une situation comme ça? Ben, je pense que c'est vraiment important de faire comprendre à ce jeune-là ou à cette personne-là, ou peu importe, parce que souvent, c'est des gens qui vont avoir un impact énorme sur l'équipe aussi. Parce que, si lui, il fait quelque chose qui n'est pas accepté par l'équipe, ben là, l'autre à côté va sûrement le faire, puis tout ça. Fait que je pense que c'est d'essayer de faire comprendre à ce gars-là à quel point il est important pour l'équipe. Puis, comme je disais tantôt, de le faire embarquer dans le bateau. Okay. Fait que tu parlais tantôt de certains coachs ou certains psychologues sportifs ou que c'était ça le mission, là, de venir twister ou sortir les bons côtés ou à rallier. Fait que quand tu as une bonne organisation qui tire les bonnes ficelles, ben on peut maximiser le potentiel de l'équipe. Exact, parce que quand ces joueurs-là, souvent les joueurs, des joueurs aux gros égos, c'est des joueurs qui ont un impact sur le match, t'sais. Fait que quand ces joueurs-là sont dans le bateau avec tout le monde, ben là, ils ont un impact positif. Fait que, les autres qui ont tendance à défecter le bateau un peu peuvent pas parce que lui, il le fait. Tellement qu'à l'inverse, lui, il le fait, moi tout, je le fais, ben quand c'est en positif aussi. Asta, écoute, j'ai vu des joueurs, juste que, bon, le défi, c'est quand l'ego est atteint, bon, j'ai moins de temps de glace, ou le coach me tassait, ou il m'a enlevé du power play, ou... Comment tu gères ça? C'est quoi tes conseils, disons, quand
parce que tu t'es peut-être déjà retrouvé dans ces positions-là, mais dire, quand ton ego est atteint, là, comment tu avales ta pilule puis que tu continues de pousser au lieu de juste être frustré, disons. Ouais, je pense que ça revient un petit peu à dire qu'est-ce qu'on disait tantôt, que tu vas avoir deux choix, là. OK. Tu peux être frustré, là, puis cogner du pied, puis ou tu peux prendre le rôle qui t'est donné, puis maximiser ce rôle-là. Fait que c'est d'être dans l'acceptation. Mais, Plus que tu acceptes, puis tu t'adaptes, puis tu acceptes, puis tu t'adaptes, plus que tu vas être à la bonne place. parce que, tu sais, souvent, tu sais, j'ai l'impression que les gens disent « Ah, mais le coach, il m'aime pas. Ouais. » C'est pas vrai, ça, que le coach t'aime OK. pas, là. Si tu fais ta job, puis tu fais gagner le coach, là, le coach, même s'il t'aime pas, là, tu vas jouer, là, tu sais. C'est pas vrai. Ben, en tout cas, moi, en tout cas, de mon expérience, là, c'est sûr que les coachs ils aiment un certain type de joueur plus que l'autre. Tu sais, c'est humain, c'est normal. Tu sais, tu vas avoir moins de connexion avec d'autres gens, mais si tu fais ta job à tous les soirs, puis tu permets à ce coach-là de gagner, puis tu permets à l'équipe de gagner, le coach, lui, là, il va te mettre ça à la glace, tu sais. ça. Fait que, tu sais, Fait que de ne pas tomber dans le rôle de victime. Parce que souvent, le coach, s'il dit « Écoute, oublie ça, la première ligne, tu ne joueras pas sur la première ligne, tu vas être sur la troisième ligne », c'est pas pour te taper sa tête et te faire mal. C'est que lui, dans son équipe, ton potentiel, il t'a là, besoin là il pour est aider là. l'équipe. Exact. Puis toi, probablement que ton potentiel, tu sais, il va s'exponenter en jouant de cette façon-là, tu sais, parce que lui, il n'y a rien à gagner en te disant qu'il faut que tu joues comme un gars de troisième ligne si tu es un gars de première ligne. Là. Ouais, Tu c'est sais, tu ça. comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est super intéressant. Puis je pense que c'est super. C'est une belle sagesse que tu partages parce que quand on est dans notre bubble puis que notre ego est là, on pense pas à ça, ces affaires-là. Tu sais, on veut juste dire je veux plus de temps de glace, puis je vais être sur le power play, puis je veux. Mais à un moment donné, on oublie que ben on peut pas tout être. Chacun a un rôle dans cette équipe-là, puis c'est en ayant les bons rôles aux bonnes places au bon moment que l'équipe peut gagner. Ouais. Mais c'est dur, là. Tu sais, si tu es le meilleur joueur de troisième ligne de la ligue, il y a quelqu'un qui va te vouloir à quelque part. Là, t'as bien beau pas scorer. T'as bien beau pas scorer 50 buts par année, mais si lui il te dit c'est là tes forces, c'est ça, tu vois. Puis écoute, on est parti là-dedans. Là, j'ai une autre question pour toi. C'est quelque chose que je rencontre extrêmement souvent, c'est les stats. Donc là, les joueurs sont stock ils checkent les stats après chaque game, ils se comparent avec les autres joueurs, puis là, ça joue dans leur tête. Puis là, qu'est-ce qui est ton opinion ou ton feedback là-dessus? C'est sûr que c'est tough parce que il y a des joueurs à stats, il y a des joueurs à pas de stats. C'est difficile, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Là, tout est là. Tu pognes ton téléphone puis tu peux checker la Ligue de la Suisse si tu veux. Là, là, tu peux checker n'importe quel gars, n'importe où. Fait que. C'est très accessible. C'est ça. Puis c'est sûr que c'est difficile. Puis c'est sûr que tu vas être, en tant qu'athlète, tu vas être jugé sur tes stats. Mais je pense que n'importe quel coach ou n'importe quelle organisation que tu leur demanderais, puis là, tout le monde va dire que c'est cliché, mais ils disent les stats, on les regarde pas tant, les stats individuelles. Ça se peut que dans les derniers 20 games, tu as juste 2 buts, mais mettons que tu regardes maintenant avec les stats avancées, tu as 20 chances de scorer à plus. Ça n'a juste pas rentré. Comparativement, ouais, tu as juste 2 buts, mais là, tu étais sur la glace pour 15 chances de scorer de moins. Y a toujours, tu peux toujours mettre ça dans le plus gros ensemble. Fait que disons ton conseil pour ces jeunes joueurs-là là, qui sont à cette étape-là de leur carrière, puis dire, tu sais, mettons, je veux jouer universitaire, puis là, ben, faut que je score, comme si je veux jouer universitaire, faut que. Parce que moi, j'observe que si le focus est à mauvaise place, ça y nuit plus que d'autres choses. Fait que, qu'est-ce que toi serait ton conseil, disons? Mais je pense que t'es mieux de te focusser sur jouer de la bonne façon. Okay. Souvent, les stats suivent. C'est ça. C'est au lieu du contraire. Je vais scorer, puis là, après ça, je vais me mettre. Là, je vais bien jouer. Fait que moi, je pense que c'est. Les statistiques, c'est difficile parce qu'en tant qu'athlète, comme je t'ai dit, tu vas être jugé, puis tu te juges toi aussi. Là, toi aussi, tu le vois, là, quand tu as 2 buts dans 20 games. Là. N'importe quel athlète, tu sais que ça va pas bien. Là. Tu le sais que tu joues pas bien. J'ai pas besoin de Renaud Lavoie pour me le dire que je joue pas bien. Là, je le sais. Là. Mais je pense que c'est difficile
quand t'es dedans, puis dans le bain, tu sais, mais c'est vraiment le processus, puis de truster les gens C'est qui quoi sont là. l'importance, justement, d'être bien entouré? Parce que, comme tu dis, quand tu es dans la bulle, des fois, tu vois pas clair ou tu es tellement absorbé par tout ça ou par tes objectifs personnels. C'est quoi l'importance d'avoir une bonne équipe qui t'entoure, tant au niveau des parents qu'au niveau de peut-être de professionnels ou peu importe? Quel rôle ça joue, ça, dans, mettons, ton cheminement d'athlète? Ben, je pense que c'est énorme parce que tu parles de tes parents ou tu sais, le support des parents puis tout ça. Puis, tu sais, moi, mon père, quand j'étais jeune, il me coachait quand j'étais jeune. Puis ensuite, quand j'ai monté de niveau, tu sais, il coachait plus. Puis, tu sais, des fois, j'essayais un petit peu d'y parler. Tu sais, ah, mais crème, genre. Puis, il est tout le temps comme un peu refusé parce que pour lui, c'est lui ton coach. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. c'est pas qu'il refusait puis il me disait, j'en parle pas, mais tu sais, tu sais, si Ils j'avais prenaient dit... pas cette position-là. Non, Là. exactement. Tu sais, ils se mettaient pas les pieds dans les plats, mettons, là, tu sais. Fait que tu sais, puis tu parles d'une équipe autour de toi, tu sais. Le monde du sport, tu sais, les gens, avec raison aussi, tu sais, ils sont payés, c'est des millionnaires, et, tu sais, mais il y a des hauts puis il y a des bas, là, tu sais. Là, tu peux tomber bas, très bas, là, tu sais. Ça devient difficile, puis comme je t'ai dit tantôt, là, maintenant, avec tout l'Internet puis tout ça, les médias sociaux, tu sais, quand tu scores pas par Daddy Game, tu sais, d'après moi, tu le sais, c'est pas trop long, là. Fait que ça peut être facile de tomber dans le négatif puis dans le noir. Fait que, tu sais, d'avoir des chums, d'avoir des gens que, des fois, tu sais, ils te font sortir de ton niveau, de ta bulle sportive, tu sais, juste d'aller faire d'autres choses ou de, tu sais, moi, ta conjointe, les enfants, tout ça, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que tu t'appuies dessus parce que si tu essayes de passer au travers de ça tout seul, c'est Tu sais, impossible. on glorifie beaucoup, là, tu sais, là, tu sais, c'est tellement difficile d'être à ce niveau-là qu'on idéalise beaucoup, mais c'est une profession qui n'est pas nécessairement toujours facile. Tu sais, quand tu dis, là, tu as parti sur la route, puis là, ça faisait comme 15 jours qu'on était sur la route, puis raconte-nous un petit peu ce côté-là là, du travail qui est peut-être un peu plus difficile, tu sais, la famille, la route. Tu sais, si tu nous apportes un peu dans ce côté-là, ça ressemble à quoi un petit peu, là, mettons, les côtés de la job, là, tu sais, là, de dire je m'entraîne tout l'été. Tu sais, on pense pas à ça nécessairement là, quand on regarde la télévision. C'est comme le médecin là, qui te garde, puis qui fait des 12 heures, puis qui fait des 15 heures, puis des 16 heures, puis que... c'est un peu la même chose. Il y a des beaux côtés, mais il y a des moins bons côtés, là. Ouais, c'est sûr, tu sais, comme tu as dit, là, je pense que faut pas non plus se plaindre des athlètes professionnels. Là. Moi, je jouais au hockey. Là. C'était encore un jeu, c'était encore une game. Tu sais, puis j'étais payé pour faire ça. Tu sais. Je gagnais bien ma vie en faisant ça. Fait que, tu sais, c'est ce côté-là. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours le fun. Tu sais, comme tu as dit, là, des fois, tu sais, les voyages, les ci, les ça, la famille, c'est difficile. Tu sais, c'est comme on en parlait tantôt, mais ça prend des gens que tu es capable de t'appuyer dessus. Moi, ma femme, si elle n'est pas là, je peux pas avoir la carrière que j'ai eue parce que on a voyagé, on a bougé, puis elle posait pas de questions, elle sortait des sacs, elle faisait des valises. On en repartait, les gens ils pensent pas à ça. C'est un dur de travail d'équipe, là, tu sais, là. Mes deux enfants, j'étais en train de jouer quand ma femme est tombée en travail pour accoucher. Fait que, les gens, ils pensent pas à ça. Là, mon premier enfant, j'étais dans un match, j'étais à Hamilton, j'étais chanceux, mais j'ai débarqué de la glace pour l'avoir. Elle a vécu tout le avant tout seul. Puis mon deuxième enfant, j'étais à Boston avec Tampa. Elle était ici à Desjolies, J'ai pris l'avion à Prescal. J'ai volé j'ai conduit jusque-là. J'étais arrivé, le bébé est né à 2 heures. À 7 heures du matin, je repartais vers Québec parce que je jouais à Toronto le soir. Elle avait un bébé. C'est important là, de voir. Il y a des épreuves, il y a des. Comme tout le monde. Comme on a au bout de la ligne, on est idole. Tout le monde voit ça gros, on est des vedettes, les gens nous adorent, puis ça, c'est super, mais au bout de la ligne, on est des humains, on est des êtres humains, puis on a les mêmes problèmes que tout le monde. C'est que je pense que ton entourage est super important. J'aimerais peut-être avoir, mettons, un de tes moments les plus magiques ou les plus. Tu sais, que tu dis. Tu nous as parlé un petit peu de la coupe que tu as gagnée, mais qu'est-ce qui serait ton moment clé là, de ta carrière? Trouver un moment, là, je me suis déjà fait dire ça, là, c'est tough, mais tu sais, premier match en Ligue nationale.
je pense pas qu'il va y avoir quelque chose qui va jamais battre mon premier match en série à Montréal. J'ai joué en série contre les Sénateurs à Montréal. Je pense que tout le monde peut le voir. L'aréna était pareil comme elle est là. Fait que ce qu'on voit à la télévision tout de suite, t'as vécu un peu ça. Là, j'ai joué contre Ottawa. Là, fait que dans le temps, c'était les serviettes blanches. Là. Fait que je me souviens, là, j'étais sur l'alignement de départ, puis on voyait rien. Là. Tout ce qu'on voyait, c'était des serviettes blanches. Tu voyais rien. Fait que ça, je pense que ça va être dur à vivre, mais encore là, c'est quelque chose qui a pris des années à réaliser. Même pas juste des jours, là, c'est des années à réaliser. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler, puis je m'en souviens un peu, mais si tu me demanderais le score de la game, tu te souviens du moment. Il me semble qu'on a gagné, mais je suis même pas, même pas sûr. Là. Fait que c'est des moments qui sont flous, c'est de l'émotion, puis de l'adrénaline pure. Là. Fait que tu parlais, comme tout de suite ce qu'on voit là, avec qu'est-ce qui se passe avec le Canadien, puis tout ça, tu as passé là un peu. Là. C'est quoi le défi pour les joueurs, de rester focus avec tous les médias, avec tout ce qu'il y en est? Si tu nous donnes juste un peu d'insight là, sur qu'est-ce que les joueurs doivent vivre présentement, là. Je pense que c'est être capable de tout bloquer l'intérieur, tout le bruit extérieur. Je sais que c'est cliché, mais c'est encore pire que ça à Montréal, que n'importe où ailleurs. C'est que, là, en ce moment, les gars, ils peuvent pas aller à l'épicerie. Là, c'est impossible. Là, ils peuvent pas dire, je vais aller prendre une marche au parc avec le chien pour me changer les idées. Il faut que tu trouves une façon d'être capable de tout bloquer le bruit extérieur, puis de te souvenir que tu embarques sur la glace, que tu as une job à faire, tu es là pour une raison. Chaque joueur, qu'on parlait, tout le monde a son rôle, puis c'est de faire ton rôle du mieux possible. Fait que c'est de s'isoler d'une certaine façon pendant les séries. Je pense que c'est d'isoler pas t'isoler toi-même, parce qu'on disait, tu as besoin de tes repères, puis tu as besoin de tes gens, puis tout ça. Encore plus là, tu as besoin de sortir un peu de la vapeur, probablement. Là, mais c'est de vraiment être capable, quand tu arrives au match, c'est juste une game, c'est un autre game de hockey. On joue au hockey, je n'ai joué. De revenir à la base. Je n'ai joué 82 cette année, je n'ai joué 800 dans ma carrière. À la limite, ça revient à la même chose que quand j'étais à Tombe puis je joue en finale du provincial. C'est une grosse game. De relativiser. De relativiser les choses puis d'être capable de ne pas se laisser emporter par le stress ou par la pression. C'est ça. Qu'est-ce qui serait un moment difficile ou un défi là, que tu as eu, mettons, dans ton cheminement personnel là, au niveau de ta carrière? Là, je pense que ça a été, je pense que mes plus dures années, ça a été les 3, 4, 5e année à Montréal, là, où que justement, je te disais, ma deuxième année, je finis l'année à Montréal, je joue 3 games, comme on dit en bon français, là, je suis craqué, là, tout l'été, là, je m'entraîne, puis ça y va, puis j'ai arrivé au camp, premièrement, ils ont changé l'organisation au complet. Là. C'est là qu'ils ont mis Bob Gainey dehors, les coachs dehors, tout le monde, la Ligue américaine, tout a changé. Puis ils venaient de mettre Carbonneau dehors avant ça. Là, j'arrive à mon 3e camp, je suis prêt. J'ai pas le camp espéré, mais je suis tossé là, beaucoup plus rapidement qu'un gars qui avait joué des games l'année d'avant. Là, là. Fait que ça a été dur. Puis là, je bataille cette année-là. Je commence à la 4e ligne dans la Ligue américaine. C'était l'année du lockout, ça, cette année-là. Puis qu'on a recommencé au mois de janvier. Puis au mois de janvier, j'étais premier compteur de l'équipe avec Gallagher dans la Ligue américaine. Fait que là, j'ai joué l'année, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai joué en série, puis tout ça. Mais là, je signe un contrat. Ma 4e année, là, j'ai eu un camp très ordinaire. On se cachera pas. Là, c'est un des plus grosses déceptions que j'ai comme joueur. Là, mon camp il était vraiment ordinaire, mais c'est beaucoup trop de pression sur moi-même. Là, tu te mettais de la pression. Au lieu de faire ce que j'ai dit tantôt, de juste te dire, c'est une game de hockey. Là, quel genre de pression tu te mettais, disons? Mais il faut que tu sois bon, il faut que tu sois meilleur que lui. Tu sais que c'est lui, il faut que tu finisses. Toutes ces choses-là. Puis là, je me souviens d'être tombé un peu dans... Je vais appeler ça de même, l'enfer des médias sociaux, puis des commentaires. J'étais pas capable, après un match, de pas aller genre sur RDS dans la section des commentaires. Puis là, les gens sont durs. Sont plus que durs. Là, ils n'ont aucune pitié. Là, c'est difficile. Fait que ça a été très dur mentalement. Puis j'ai réussi à me sortir de ça comme en jouant pas trop dans la Ligue nationale cette année-là, puis en étant loin de tout. Il n'y avait plus personne qui en prenant un recul, genre, ça t'a aidé. Puis il n'y avait plus personne qui m'attendait qui s'attendait à ce que je fasse rappeler ou que je fasse l'équipe ou quelque chose. Il n'y avait plus d'attente en tant que tel. C'est comme si j'étais passé tout droit. Là, fait que ça, c'est une chance
quasiment que c'est arrivé parce que, tu sais, Montréal, c'est un marché spécial, mais tu sais, les fans, souvent, je pense que, ben, surtout dans le monde d'aujourd'hui, là, tout le monde se rend pas compte de l'impact qu'ils ont avec leurs petits commentaires, tu sais, sur tout. Là, ça, c'est souvent des choses que je dis quand je fais des conférences aux jeunes à l'école ou des choses comme ça, tu sais. Tout ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, ça a vraiment de l'impact. Puis moi, je me souviens que ça m'avait frappé là, que les gens, tu sais, les gens te trouvent pas bon, là. C'est pas Ah, facile, là, tu sais. Puis tu les connais pas, les gens, là, tu sais. Puis probablement que s'ils mettent une paire de patins et un bâton puis ils s'en viennent jouer contre toi, c'était clenche, là, tu sais. Mais, tu sais, fait que ça a été des bouts rough, mais comme je te disais, là, avec des gens autour de toi qui t'apprécient et qui sont là pour toi, ça se passe quand même, là, tu sais. Super. Comment c'est arrivé le moment où tu as dit, bon, là, j'accroche mes patins. Comment ça se passe là, d'arriver à cette décision-là? Là, tu sais, ça faisait quelques années que comme je te disais tantôt, tu le sais qu'il en reste moins qu'il en a de fait, là. Puis moi, dans le fond, j'ai pris ma retraite l'année passée. L'autre année d'avant ça, j'ai subi une grosse blessure, là. J'ai eu croisé antérieur, collatéral externe, OK. ménisque, fracture du péroné, là, reconstruction du genou, là, OK. presque complète, 11 mois sans jouer, tu sais. Puis je suis revenu au jeu, tu sais, là. Après la blessure, ça, j'ai dit, je rejoue l'année prochaine. OK. Peu Je vais importe, finir peu ça. importe le contrat, peu importe l'endroit, tu sais, peu importe, je rejoue l'année prochaine. Puis là, ça s'est pas passé comme voulu, mon genou, et tu sais, ça t'a fait pas. J'ai fini la saison, mais tu sais, je me suis fait réopérer dans le genou encore. Je me suis refait mal au genou après la deuxième opération encore. Fait que là, l'été d'entraînement arrivait, tu sais, mettons, on était éliminé en série au début mai, fait que là, tu prends 2-3 semaines de break, puis là, juin arrivait, puis tu sais, c'était comme à reculons un peu OK. d'aller m'entraîner, puis tu sais, là, je m'entraînais, puis là, d'augmenter l'intensité d'entraînement, là, mon genou était vraiment plus... Fait qu'il y il avait était des plus limitations réceptif. Ouais, physiques. c'est ça. Mais on dirait que, tu sais, si c'était l'année d'avant, je n'avais des limitations physiques aussi, mais ma tête, elle disait, non, non, tu vas rejoindre une autre année. OK. Là, tu sais, je pense que j'étais vraiment rendu là. Je voyais, Mhm. tu sais, je voyais plein de choses à la maison, puis je me disais, il faudrait que je sois là, Mhm. tu sais, Mhm. qu'est-ce qui m'était jamais arrivé. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est dur de partir de la game. Là. Tu sais, je suis parti de chez nous, j'avais 14 ans pour aller jouer au midget 3, puis j'avais 35 ans quand j'ai annoncé ma retraite. Tu sais, ça fait que c'est 21 ans Mhm. de hockey intense. Là, tu sais, fait que c'était un peu un saut en parachute, pas de parachute. Là, tu sais, Puis, là. puis, puis, puis là, comment est-ce que ça se vit, ça, de dire pendant 21 ans, OK, 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 entraînement, ça la route, let's Mhm. go, ici, là, trade. Puis là, tu reviens chez vous. Mm. Comment ça se vit? Mais tu sais, je suis quand même chanceux parce que j'ai toujours revenu chez nous les étés. Mes chums étaient là, ma famille est là, mes deux frères, tu sais, mes parents. Fait que tu sais, je revenais pas dans le vide, mais c'est sûr que c'est comme je te disais, là, c'est un peu un saut à parachute. Dans Mhm. l'anxiété, là, tu te lances, mais tu sais pas vraiment dans quoi tu te lances. Puis tu sais, c'est pas juste pour moi, là, c'est pour les enfants, Mhm. la famille, tu sais, les La enfants. routine. Tu sais, mes enfants, ils étaient rendus en cinquième année, puis en troisième année, ils avaient tous fait ça dans la même ville, là, tu sais, leurs amis, tout ça. Fait que, tu sais, je suis là à tous les jours maintenant, je prends pas sa route, tu sais, c'est gros, mais je pense que, tu sais, comme je te disais, là, je suis chanceux d'avoir Mhm. l'entourage que j'ai autour de moi, je suis chanceux d'avoir ma conjointe, je suis chanceux de mes parents, mes frères, mes amis, tout le monde est là, puis là, ça va être bientôt notre première année complète, tu sais, Mhm. puis je peux pas dire qu'on est encore tu sais, à 100% installé, tu sais, puis tout ça, il y a encore des défis de la retraite là, qui sont là, mais je pense qu'on s'adapte, puis tu sais, c'est comme si je recommençais un peu une nouvelle vie, fait que c'est quand même le fun. Tu donnes beaucoup à la communauté. Tu sais, je te vois aller un peu, puis j'ai vu un peu aussi là, sur les médias sociaux, puis tout ça, que tu sais, c'est important pour toi de redonner aux jeunes ou de repartager un peu à partir de ton expérience. C'est quoi les projets que tu as un peu sur la go, là? Ah ben, écoute, je continue un petit peu à essayer
on appelle ça les petites cliniques là, d'aider les jeunes sur la glace. Comme tu l'as dit, là, j'ai tellement eu la chance de vivre d'expériences. Tu sais, j'ai joué avec des gars de la Suisse, de la Russie, de la Suède, des États-Unis. Tu sais, tous des joueurs qui m'ont apporté des connaissances et des choses à leur façon. Tu sais, ils ne voyaient pas la game de la même Mais façon c'est que toi. intéressant aussi de voir des gens qui ont eu une autre Mhm. culture, puis un autre upbringing là, au niveau Mhm. du sport. Fait que, Des fois, là, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que tout de garder ça pour moi, tu sais. Puis j'ai eu la chance d'avoir des coachs de power skating, des coachs d'habilité, des coachs de mental, des coachs de nutrition, tu sais. Tout était là. Fait que de tout garder ça pour moi, puis, tu sais, je trouverais ça vraiment égoïste, là, tu sais, de pas partager ça. Je pense que les jeunes de la région méritent tu sais, d'avoir ces connaissances-là aussi. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça d'en voir d'autres, tu sais, atteindre les plus hauts niveaux. Il y en a. Il y a des bons joueurs de hockey dans la région. Je suis pas sûr qu'il manque grand-chose pour avoir plus de joueurs. Puis, tu sais, même si c'est pas d'atteindre les plus hauts niveaux, mais tu sais, de jouer midget 3, maintenant, il y a tellement de possibilités. Tu peux jouer au hockey scolaire, t'en aller aussi, tu sais, au Québec, tu t'en vas au cégep. Il y a des divisions 1 au cégep. Puis après ça, ces gars-là, ils vont jouer universitaire, tu sais, CIS. Puis, tu sais, fait qu'il y a tellement de possibilités. Je pense que de développer le plus de joueurs, puis d'apporter aussi le plus de gens passionnés du hockey possible. Parce que, tu sais, on en parle depuis tantôt, mais le hockey, c'est une école de vie. Là, tu sais, Mais c'est toutes les ça, je leçons pense. apprises dans le hockey que j'ai eues, tu sais, ça va rester avec moi pour le restant de ma vie. Fait que, Ben, c'est que là, tu as la possibilité, en transmettant tes connaissances, tout ça, comme certains coachs ont eu un impact sur ton développement puis sur ton exactement. mindset, c'est un peu la même chose. Tu peux influencer la trajectoire, puis le mindset, puis le développement de plusieurs jeunes. Fait que c'est Exact. vraiment le fun de voir ça. On est vraiment fiers que tu collabores avec Next Level. Donc, cette année, là, première fois qu'on va travailler ensemble, mais je pense que c'est... Tu sais, ton bagage, c'est tellement quelque chose de puissant, là, tu sais, que on peut avoir une plateforme pour donner aux jeunes, là. Qu'est-ce qui était, toi, dans ton temps, disons, là, ou en tout cas dans ton cheminement, de dire l'importance de l'entraînement hors glace? Tu sais, parce que là, avec Next Level, on va avoir un petit programme d'entraînement hors glace. C'est quoi l'importance de ça pour les jeunes qui veulent cheminer, puis qui veulent se développer, puis qui veulent peut-être atteindre midget 3 ou peu importe? Ouais, je pense que l'important, c'est de développer des athlètes. Aujourd'hui, tu sais, je trouve dans le monde du hockey, tu sais, dans le hockey mineur, les parents puis les organisations sont beaucoup focusés sur tu sais, hockey, faut qu'ils jouent des games, faut qu'ils jouent. Tu regardes aujourd'hui, il y a des programmes, tu peux jouer au hockey à l'année, des choses comme ça. Tu sais, fait que moi, je pense que tu sais, j'aime ça beaucoup m'impliquer avec les jeunes, là, plus d'un bas âge. Puis c'est vraiment de développer des athlètes. Tu sais, tu sais, un petit gars qui joue au soccer, puis qui joue au hockey, ben c'est sûr que son jeu de pied de soccer va l'aider au hockey. Un petit gars qui joue au baseball, ben, il va avoir une coordination, main-œil, il va avoir lui aussi, les jeux de pied, les choses, il va avoir la proprioception de lancer, attraper. C'est tout important, moi, je pense, dans un jeune âge, beaucoup plus que de jouer 92 games par année. Là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, je pense que c'est ça le but un peu avec les petits entraînements, c'est tu sais, le plus de jeunes qu'on peut avoir actifs physiquement, parce qu'il y en a des parents qui me disent j'ai pas pu l'inscrire, il joue au baseball, il joue au soccer. Parfait, il fait déjà quelque chose, mais je pense que c'est de mettre une autre chose en place pour les jeunes puissent s'amuser dans un esprit compétitif, de vouloir courir plus vite que l'autre, des choses comme ça. Développer l'esprit de compétition, puis en même temps leur démontrer que si tu veux continuer à progresser, ben, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu fasses pendant tes étés, c'est Ben, de mettre les efforts c'est l'été aussi aussi. d'apprendre à s'entraîner, tu Exact. sais, de dire comme j'aime ça m'entraîner, puis c'est le fun de s'entraîner, puis même pour notre santé en général, pour le restant de nos jours, tu sais, dire j'ai appris à m'entraîner jeune, puis ça a une place importante dans ma vie, là, tu sais, Exact. là, fait que je pense... puis juste ton opinion par rapport à ça, tu sais, comme on va de plus en plus avec, tu sais, comme spécialisation en très jeune âge, hockey sur glace 12 mois par année. Qu'est-ce qui est ton opinion un peu là-dessus?
Moi, je pense que je te l'ai dit un petit peu. Là. Moi, je suis un gros croyant en développer des athlètes. Développer. Fait que pas juste développer des joueurs de hockey, Non, avec développer des athlètes. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on jouait l'été, là, on faisait du soccer, on faisait du baseball, on faisait de la natation, on jouait au volleyball. Je suis pas bon au tennis, mais tu me donnes une raquette, je suis capable de la renvoyer l'autre bord. On pognait tout, là, on faisait tout. Puis je pense que sans cet athlétisme-là, j'aurais pas pu jouer au niveau que j'ai joué, parce que j'avais on faisait tellement de choses. Je trouvais ça tellement triste de voir. J'en voyais des jeunes arriver là, dans la fin de ma carrière qui avaient 20 ans, là, puis ils sont pas capables de botter un ballon de soccer. Là. Ils sont pas capables de lancer un ballon de football. Je te dis pas d'être un All-American au football, là, c'est pas ça que je veux dire, mais d'être un athlète, d'être capable de faire plusieurs choses, je pense que ça te permet d'évoluer. Puis quand tu auras 15, 16 ans, ben, tu décides tu joues au hockey, ben, puis que tu veux continuer là-dedans, c'est parfait. Mais avant ça, je pense que c'est mieux de toujours garder la passion, garder le plaisir aussi au travers de tout ça, parce que on est conscient qu'au Québec, c'est 0,01% des joueurs de hockey qui jouent dans la Ligue nationale. Fait que si ton enfant il a du plaisir, il s'amuse, ben je pense qu'il est gagnant. Là. C'est ça. Puis, tu sais, comme moi, je vois beaucoup mettons, un burn-out sportif, là, tu sais, des joueurs qui, pendant une certaine période, ont du succès, puis ils poussent, puis ils veulent tout faire, puis ils font tous les camps, puis ils font tous les tournois, puis ils font tout. Puis là, ils rencontrent des défis à un moment donné, puis là, hey, c'est exigeant, puis là, finalement, moi, je veux plus jouer de hockey. Tu sais, là, de voir si à un moment donné, il n'y a pas d'équilibre, la carrière peut être écourtée. Ça devient un épuisement, comme tu as dit, mental. Là, ça devient difficile. Moi, j'ai toujours revenu en région pour la simple et bonne raison que être avec ma famille puis être avec mes amis. Pas que c'était plus important que jouer dans la Ligue nationale, mais c'était main dans la main. Là, je revenais ici, respirais de l'air frais, m'amusais. Fait que c'est important, disons, à ton opinion à toi, là, de dire faut décrocher, faut comme resetter, parce que sinon, c'est ça, c'est dangereux de se perdre là-dedans. Je dis souvent aux parents, comme les joueurs de la Ligue nationale qui font pas les séries, là, ils terminent au mois d'avril, puis leur prochain match, il va être le 1er octobre, que les autres, ils ont 5 mois. Mais toi, ton petit gars de 12 ans, il joue toute l'année. Si eux autres arrêtent, là, il doit avoir une raison. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde arrête, puis même en étant professionnel, là, tout le monde nous conseillait faut que tu prennes au moins c'est 2 à 4 semaines. OK. Tu fais rien. Tu t'entraînes pas, tu fais rien. Puis on augmentait les niveaux d'entraînement, mais le premier mois, là, c'était de la remise en forme, du stretching, bouge comme il faut. On commençait pas à lever 3 plates au squat la première journée. Là, c'est important d'avoir le temps de t'asseoir, de décompresser. Autant pour ton corps qui a été mis à l'épreuve que pour ton mental. Pour ta tête, exact. Si c'est important pour un joueur de hockey professionnel, ça doit être important pour un petit gars de 12 ans, un petit gars de 14 ans. J'ai un petit gars, une petite fille, là, mais de cet âge-là, d'être capable d'avoir un break, puis d'être capable de mettre son équipement dans sa poche, la mettre dans le sous-sol, là, puis on s'en reverra plus tard. Okay. Avant de finir, je veux juste peut-être voir si t'as-tu des anecdotes ou t'as-tu de quoi dans ta carrière qui soit comique ou de quoi que mettons personne sait ou de quoi juste y a-t-il de quoi qui te vient à l'idée là, de dire quelque chose une anecdote que toi t'as vécu ou ben écoute j'en ai vraiment eu beaucoup des choses qui sont pas toutes racontables c'est ça. À la caméra. Je t'en mets sur le spot un peu, mais ça... Tantôt, je l'ai raconté un peu. Là, je pense que l'anecdote la plus fou, ça a été la naissance de mon deuxième enfant. Je peux te la raconter. J'étais à Boston, justement. Ma conjointe était enceinte de 38 semaines. C'était le gars de... Non, pas le gars de l'équipement, c'était le gars du médical, le physio, qui avait mon téléphone. Et comme 5h15, il vient me voir, il dit ta blonde t'appelle. Fait que là, je prends le téléphone, elle dit j'ai perdu mes os. Là, moi, j'étais à Boston, tu sais. Elle était ici parce qu'elle pouvait pas venir à Tampa. Il y avait un virus pour les femmes enceintes. Puis, en tout cas. Fait que là, on check ça. Et le gars
des services d'équipe. Ils me trouvent un vol. Le seul vol qui va à Presqu'Isle, c'est des vols de Boston dans ce temps-là. Fait que là, j'étais à Boston, fait qu'on va à Presqu'Isle, Maine. Fait que je pars en taxi, mais là, j'étais à Boston, 5h30, un jeudi soir, puis il y a une game des Bruins. Ça sort pas en taxi, là, tu sais, là. Ça part pas. Fait que là, je dis au chauffeur de taxi, j'avais comme 200$ sur moi cash. Je dis, je te donne 200$ si tu m'amènes à l'aéroport dans 30 minutes. Fait qu'il a dit, OK, parfait. Et on allait à l'envers des one-way, on allait partout. J'arrive à l'aéroport. Là, pendant ce temps-là, le gars de l'équipe qui était supposé me prendre le billet, il dit, ton vol est trop proche, je peux pas te le faire en ligne. Il va falloir aller au guichet direct les faire. Fait que j'étais allé au guichet. Là, la fille a dit, je peux pas prendre la carte. T'es trop proche, ça me prend absolument de l'argent en cash. J'avais rien, j'avais même pas de bagage. Tu l'avais donné au chauffeur de taxi. J'avais tout donné au chauffeur de taxi. Je fouille dans mes affaires. Le billet était comme 88$. Je trouve 100$ dans mes affaires. Je donne 100$. Je pars, je prends même pas le change. J'arrive à Checkline Sécurité. Il doit y avoir 3 heures d'attente. Mon vol, il part dans 15 minutes. Fait que là, j'ai fait comme on voit dans un film exactement. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, ma femme, elle va être enceinte, je vais manquer mon avion. Est-ce que je peux vous dépasser? Tout le monde s'est tassé. Ah oui, ça. Vraiment? J'ai passé la sécurité, ça a sonné. Le gars de la sécurité, il a dit continue. J'avais rien. J'ai rentré dans l'avion direct. J'étais arrivé ici. Mon frère est venu me chercher à Presqu'Isle. On a traversé, j'étais arrivé. Le bébé est né comme à 2 heures. Moi, j'étais arrivé genre à 11 heures. Le bébé est né à 2 heures. Puis c'est ça, à 6-7 heures le lendemain matin, c'était Julien Brisebois, il était assistant directeur général. À ce temps-là, c'était Steve Eisenman. Fait que là, Julien me dit, puis comment ça a été tout ça? On avait perdu à Boston. Puis si on gagnait nos 3 dernières, puis les Islanders n'en perdaient une, on faisait série. OK. Fait que là, il a dit comment ça a été tout ça. OK, il dit OK, good. Passé 15 minutes plus tard, j'ai reçu un appel, c'est écrit Steve Eisenman sur mon téléphone. T'sais. Fait que là, quand Monsieur Steve Eisenman t'appelle, tu réponds. Hein? Il dit ouais, Gab, ça a bien été, tout ça. Julien me dit ça a bien été. Ouais, il dit hey, t'as un avion à midi, puis tu vas arriver à 3 heures à Toronto, tu vas jouer la soirée à Toronto. Fait que je suis parti, tu sais. Laisser ma femme là, sa mère est venue. Laisser ma femme là avec un petit bébé de 4-5 heures de naissance. J'étais allé jouer à Toronto, on a gagné. Puis après ça, on jouait à Tampa. Fait que j'étais retourné à Tampa, on a joué contre Buffalo, on a gagné encore, mais Islanders, ils ont gagné, eux autres aussi. Fait qu'ils ont fait les séries. Fait que, mais Tampa faisait pas les séries, mais Syracuse faisait les séries. Fait que j'étais reparti à Syracuse. J'étais allé jouer les 2 dernières games de l'année à Syracuse. Puis là, on faisait les séries. Fait que ma blonde a pris le bébé de 10-12 jours. Puis elle a conduit d'ici à Syracuse 10 heures. Puis elle est venue me rejoindre à Syracuse. Puis là, c'était la première fois que je voyais mon enfant, mettons, depuis qu'il avait 5 heures, quand il avait 10 heures, quand il avait 10-12 jours, je me souviens plus. Fait que c'est 10-12 jours là, que c'est juste par téléphone. Ouais, c'est ça. Puis on a perdu la finale de la Coupe à Syracuse cette année-là. Fait que ça a duré 2 mois. Fait que quand le bébé est reparti, il a repassé les douanes, il y avait 2 mois et demi. Puis quand il est arrivé, il y avait 10 jours. C'était c'est comme je disais tantôt, les beaux côtés, les moins beaux côtés. Là, ma blonde, ça prend quelqu'un de résilient, être capable de tout faire ça seul. Là, mais tout et tout, là, de dire, OK, comme là, j'ai un objectif, faut que je prenne cet avion-là. Fait que peu importe les obstacles qui vont être en avant de moi, comme je vais trouver une solution. je vais trouver une façon. C'était spécial. Je vais m'en souvenir là, quand le taxi passait des one-way à l'envers, on coupait, ça pesait sur le criard, on passait au travers des chars, on renvoie sur le trottoir. C'était spécial. Puis, mais, la détermination d'un père. Je la recommencerai demain matin, là, si tu me le demandais. Mais, super. Pas sûr que ma blonde en recommencerait. Ben, merci beaucoup. Je fais signer tous les invités là, la pancarte du podcast Next Level. Fait que je vais te donner cette pancarte-là. Vraiment content que ton nom peut se retrouver là-dessus. Voilà. Super. Puis, comme à tous les invités, je fais un chandail un peu spécial. Unique, là. Fait que je t'ai préparé un petit coton boîté avec le logo Next Level. Fait que je te remets ça pour te remercier de ton passage au podcast. Merci beaucoup. Gabriel, merci d'être venu. Ça a été super intéressant. Là, beaucoup de contenu là, dans ce que tu as présenté. Merci.